Donc, voilà, donnez-moi un petit instant. Donc, enregistrement démarré. Vous avez peut-être reçu une notification. Donc, cet enregistrement-là va nous servir pour justement des formations futures et autres. Ça me va? Tout est bon? Alors, je vais y aller de façon générale, c'est-à-dire que je vais considérer que vous ne connaissez pas ou très peu la suite Office. Donc, j'ai découpé la présentation en différents thèmes, dépendamment des outils et dépendamment des utilisations possibles. Je vais prendre un instant pour partager mon écran. Ça va. Donc, présentement, vous êtes présentement dans le système de visioconférence Teams. Et le système de visioconférence permet d'afficher des écrans. Vous avez vu ma vidéo, mon visage tantôt. Ça permet aussi de partager l'écran. Donc, maintenant, vous devriez voir mon écran qui est présenté ici. C'est bon. Guillaume, on va juste prendre une seconde pour saluer Mme Brosseau qui vient de se joindre à nous. Donc, Mme Brosseau, on vient tout juste de commencer. Donc, le tour d'horizon, vous n'avez absolument rien manqué d'important à ce jour. Alors, bienvenue. Je vais commencer par une information importante. La suite Microsoft Office, dans le fond, les paramètres, les fonctionnalités vont varier selon le type d'abonnement. Donc, il existe différents types d'abonnements et ça serait important peut-être de vous informer auprès de la personne responsable des technologies dans votre école, l'abonnement que vous avez. Il y a un abonnement gratuit qui comporte quand même pratiquement toutes les fonctionnalités et qui vous permet d'avoir accès à la suite Office. Donc, c'est un des avantages, c'est d'avoir une version gratuite. Par contre, la version gratuite va surtout vous limiter à vous, entre vous. C'est-à-dire que ce sont les gens, on va dire, du même domaine. Donc, les élèves, les enseignants peuvent communiquer entre eux. Mais, par exemple, une présentation, comme je fais présentement, avec des gens de l'extérieur, parce que vous n'êtes pas inscrit dans mon système Office, il y a des fonctionnalités de ce type-là qui sont moins présentes. Et vous avez, dépendamment si votre secteur administratif utilise les outils Office, puis dépendamment des abonnements, vous allez avoir des fonctionnalités supérieures. C'est pas, donc, le point ici, c'est de mentionner que, par exemple, certaines fonctionnalités dans Teams ou de visioconférence, si vous n'êtes pas capable d'y avoir accès, prenez le temps de valider le type d'abonnement que vous avez. C'est la personne en charge de la technique dans votre école qui pourra répondre à ce genre de questions. Ensuite, la suite Office, c'est important, il ne faut pas chercher à tout maîtriser. Vous voyez là qu'il y a énormément d'outils et si je déroule la liste ici, là, vous avez du matériel en quantité. L'erreur à ne pas faire, ça serait de dire, OK, on regarde tout en détail, chacune de ces fonctionnalités-là. C'est vraiment important de se concentrer sur, Christian me l'avait bien résumé là, quand on avait préparé la rencontre, il faut se trouver une porte d'entrée dans le fond. Et quand on trouve une porte d'entrée, bien, ça nous permet justement d'avoir accès aux outils dont on a besoin. Et au fur et à mesure que les besoins évoluent, on élargit notre palette d'outils. Et j'ai vu que plusieurs, vous êtes des enseignants du primaire, bien, ça va être la même chose avec les élèves. Il ne faut pas chercher à faire, par exemple, les 2 premières semaines, à voir avec les élèves toutes les fonctionnalités. Il faut en voir une en détail. Quel est le chemin qui me permet d'accéder à mes informations? Ça, c'est un élément assez important. Autre détail, avant de rentrer dans le vif du sujet, là, vraiment dans les fonctionnalités, il faut comprendre que la suite Office peut fonctionner en ligne. Moi, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais utiliser le site office.com qui va me donner accès à tous mes outils en ligne. Par contre, je sais pertinemment que les outils changent beaucoup d'une école à l'autre. Donc, il faut comprendre qu'on peut utiliser les outils en ligne, comme je le fais présentement, mais au niveau des élèves, au niveau des enseignants, vous avez avantage à utiliser vraiment, non pas la version en ligne, mais vraiment d'utiliser ce qu'on appelle les logiciels. Vous avez peut-être déjà été habitué, par exemple, d'installer Word, d'installer PowerPoint, d'avoir vraiment des logiciels. Il ne faut pas hésiter à le faire parce que les versions en ligne comportent parfois un petit peu moins d'options. Par exemple, Word fonctionne très, très bien en ligne, mais n'a pas toutes les fonctionnalités de Word. Donc, en tant qu'enseignant, vous avez avantage à installer la suite Office sur votre appareil. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes capable de vous connecter sur le site office.com, donc quand vous vous connectez, vous utilisez habituellement votre courriel de l'école, vous avez l'option ici « Installer Office » qui vous permet vraiment d'installer la suite sur votre ordinateur. Et ça, il n'y a pas de frais supplémentaires. Si vous êtes capable de vous connecter sur ce site-ci, vous avez automatiquement une licence, vous êtes en mesure d'installer Office sur votre ordinateur. Donc,
important, comme le mentionne Christian, il faut prendre le temps de faire des mises à jour. Avec la rentrée, entre autres, il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été rajoutées dans Teams. C'est important de faire ces mises à jour-là. Autre détail. Vas-y, Christian. Si Guillaume, je peux me permettre une petite seconde au niveau des mises à jour. Donc, comme Guillaume l'a dit, moi, je viens d'une école, donc je suis récemment à la FEEP, mais je viens d'une école où ça fait près d'une dizaine d'années qu'on applique la suite Microsoft au quotidien, à la fois à la classe que pour tous les outils d'administration. Les mises à jour sont faites automatiquement dans bien des logiciels, mais c'est important avec votre gestionnaire de réseau ou avec votre fournisseur de réseau de faire des mises à jour des fois le plus au niveau du fondement de l'installation de la suite pour que vos élèves, les jeunes, aient toujours les mêmes fonctionnalités parce que c'est pas agréable. On dit, ben là, vous voyez, on se voit tous à l'écran, on est 9 à l'écran, quand il y a un autre élève qui a juste 2 personnes maximum à l'écran. Donc, quand tout le monde a le logiciel à jour, ben à ce moment-là, tout le monde a les mêmes fonctionnalités. Donc, et sérieusement, dans les dernières années, les mises à jour ont vraiment valu la peine parce qu'il y a vraiment des belles fonctionnalités qui ont été ajoutées à chacun des logiciels de la suite Office. Oui, tout à fait. En fait, je vous donne un exemple. Présentement, on utilise un logiciel de visioconférence. La dernière mise à jour permet de voir 49 personnes à la fois, donc votre classe au complet, ce qui n'était pas le cas au printemps. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont importantes. Ce qui est important, par contre, de comprendre, c'est que l'avantage d'utiliser la version en ligne, même s'il y a moins d'options, c'est que vous êtes certain que les fonctionnalités sont toujours à jour. Donc, c'est à vous d'explorer un peu en tant qu'équipe qu'est-ce qui est le mieux dépendamment de ce que vous avez. Je ne sais pas quel type de matériel, vous pouvez le rajouter dans le clavardage, mais quel type de matériel est-ce que vos élèves utilisent à l'école? Est-ce que vous avez des Chromebooks, des iPads, des PC, des Macs, c'est du matériel prêté? Est-ce que c'est du matériel de la maison? N'hésitez pas à ajouter l'information dans le clavardage. Mais peu importe le matériel, le logiciel va être un peu différent. Par exemple, le logiciel sur Mac est un peu différent de la version en ligne, qui est un peu différente sur iPad, mais vous allez avoir toujours les mêmes fonctionnalités. Et c'est une des forces de Microsoft. Que vous soyez sur un iPad, que vous soyez en ligne ou que vous soyez avec une version complète installée, vous devriez retrouver vous devriez retrouver là, pratiquement toujours les mêmes options. La différence, c'est un peu dans l'ergonomie du logiciel. Par exemple, ici, j'ai une école qui me dit, bien, nous avons des Android et iPad. Les élèves peuvent installer sur iPad l'application Teams et ils peuvent aussi l'installer sur Android, l'application Teams, et vous allez avoir sensiblement les mêmes fonctionnalités. Des fois, des petits éléments visuels différents, mais il faut comprendre que c'est la force de Microsoft. Au-delà de l'appareil, vous allez avoir pratiquement toujours les mêmes options. Par contre, l'inconvénient, c'est que sur iPad, vous devez vous promener d'une application à l'autre. Donc, ça aussi, c'est un élément à penser. Vous devez vous assurer que les élèves ont installé l'application Teams, par exemple, l'application Word. Vous doivent avoir installé les différentes applications que vous avez. Donc, ça, c'est un élément important. Il faut bien connaître votre environnement et il faut toujours prendre le point de vue de l'élève. Si vos élèves ont des appareils Android, prenez le temps d'explorer la suite Office avec les appareils Android. Vous allez voir, au point de vue ergonomique, il y a des petits changements là, qui valent la peine de réfléchir. C'est bon? Alors, là, c'est mon point d'introduction. Je ne prends pas d'avance, Guillaume, mais juste pour... On va aborder aussi dans la session d'aujourd'hui de quelle façon les outils peuvent se parler assez aisément. Tantôt, on va parler de Microsoft Form, qui est le volet formulaire. Vous voyez, Guillaume a émis une question. J'ai pu, en une dizaine de secondes, créer un formulaire dans le clavardage directement pour vous demander quel est le matériel qui est utilisé dans votre école. À ce moment-là, c'est un outil de sondage qui vous permet d'avoir le pouls assez rapidement de ce qui se passe dans votre classe virtuelle. Donc, j'ai utilisé un autre outil Microsoft qui me permet aussi de conserver et d'archiver toutes les données qui vont sortir de la rencontre d'aujourd'hui. Oui. En fait, c'est la force vraiment de pouvoir utiliser les outils un dans l'autre. Vous allez le voir souvent, vous dites, ouais, mais ça, tu ne viens pas de nous le montrer. On va voir que tous les outils sont imbriqués, puis ça, c'est un élément qui fait aussi la force. Quand on parle d'une suite nuagique, c'est ça, c'est que si les fichiers sont à un endroit, habituellement, ils sont accessibles dans plusieurs applications. S'il y a possibilité de faire des formulaires, des questionnaires à un endroit, mais il y a possibilité, un peu comme Christian vient de le faire à d'autres endroits. Cette synergie-là, on peut l'exploiter, mais il faut prendre le temps justement de connaître nos outils tranquillement. Il ne faut pas dire, OK, demain matin, je vais être capable de tout faire. C'est bon? Alors, la porte d'entrée pour la suite Office, ça va être soit des applications ou directement l'adresse office.com. Aujourd'hui, je vais faire ma présentation directement avec les applications en ligne, mais sachez que si vous installez chacune de ces applications-là sur un appareil iPad ou Android, vous allez être capable de vous promener d'un à l'autre.
Habituellement, la première fois que votre direction vous a donné vos comptes, ou si ça va être fait dans les prochaines semaines, on vous a donné une adresse de courrier électronique et un mot de passe qui vous a permis de vous connecter à votre compte. Donc, habituellement, assurez-vous d'avoir le compte de votre école ici. Et lorsque vous vous connectez sur le site office.com, vous vous retrouvez avec un écran un peu comme celui-ci. Généralement, la première chose qu'on va vous demander de faire, c'est d'aller voir vos courriers électroniques. Donc, vous allez utiliser l'outil Outlook. Outlook est à la base de beaucoup d'autres fonctionnalités. On va voir que Outlook permet, oui, de prendre des courriers, des messages électroniques, mais ça permet aussi d'avoir accès à d'autres fonctionnalités qu'on va retrouver ici en bas. Et je reviens sur mon point. Si vous utilisez Outlook dans le navigateur, c'est une chose. Si vous installez l'application, le logiciel Outlook, vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités. J'ai différents messages ici. Donc, le message que je vous ai envoyé tantôt, donc vous êtes capable de prendre vos messages ici. Je ne dirai pas en détail sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la messagerie. Il faut comprendre que la messagerie, que Outlook comporte la messagerie, mais comporte aussi tout ce qui est système calendrier agenda. Donc, ça, c'est un élément à savoir aussi. Votre agenda va se retrouver ici et vous allez vous retrouver dans l'agenda aussi. Vous allez voir qu'il y a des éléments que vous allez faire dans certains logiciels qui vont venir jouer dans votre agenda. Donc, vous n'avez pas un agenda Outlook et un agenda dans Teams, mais un agenda à d'autres endroits. C'est un agenda intégré qui vous permet de voir, dans le fond, d'avoir vraiment un aperçu de ce qui est déjà programmé dans votre système. Le système d'agenda, assez simple. Habituellement, vous cliquez, vous êtes en mesure d'ajouter des rendez-vous avec un double clic. Et si vous avez déjà utilisé le système d'agenda, vous allez retrouver facilement les options. Je vais dire un conseil que je donne aux élèves, mais souvent en tant qu'adulte, on ne l'applique pas. Le plus simple, ce n'est pas d'apprendre par cœur tout ce qu'on peut faire, mais c'est de prendre le temps de lire tout simplement. Vous avez un titre, on peut inviter des gens, vous avez l'heure. Donc, en prenant le temps de lire et d'explorer, les premières fois, c'est un petit peu plus long, vous allez finir par créer des réflexes et vous allez être capable justement de prendre des rendez-vous assez rapidement. Quand vous avez plusieurs informations à entrer, vous n'êtes pas obligé non plus de rentrer toutes les informations. Vous pouvez y aller uniquement avec certains champs obligatoires. Je vais enregistrer. Et ici, j'ai une rencontre à 8 heures demain qui vient d'être programmée. Donc, l'agenda assez simple ici. Il y a aussi des petits outils là, supplémentaires qu'on va retrouver. Donc, Outlook, oui, c'est de la messagerie. C'est un agenda. Vous avez aussi un système qui s'appelle Microsoft To Do qui vous permet justement de créer des tâches. Et vous pouvez vous faire des listes de tâches, des éléments, par exemple, une liste de tâches pour la rentrée. Vous avez beaucoup de choses ici. Là. Vous voyez que chaque fois que j'ai complété mes tâches, là, ça a été coché au fur et à mesure. Donc, petit tour d'horizon. À chaque fois que je vais naviguer ici, je vais revenir en haut à gauche ici. Il y a ce qu'on appelle la gaufre. Ce n'est pas un terme technique, là, mais ça ressemble à une petite gaufre. La gaufre vous permet de passer d'une application à l'autre assez rapidement et assez facilement. La gaufre, vous allez la retrouver en ligne ou dans certains logiciels sur PC. Si vous utilisez les logiciels sur d'autres systèmes, là, vous devez aller changer d'application ou changer de système. C'est bon? Donc, mon petit tour d'horizon Outlook, c'est bon. Alors, on va aller vraiment au cœur de la formation après coup. Il y a quelqu'un qui voulait... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro? Ça va? Parfait. En fait, on a un nouveau participant, Guillaume, qui vient tout juste d'arriver, là. Monsieur Papa Giorgio, qui vient d'arriver avec nous. Parfait. Bienvenue. Alors, je rappelle que, étant donné que la formation est enregistrée, on pourra reprendre là, les différents éléments. Outlook, ça, c'est l'élément personnel. Je suis un enseignant. La première chose que j'ai besoin de faire, c'est d'être capable d'aller voir dans Outlook pour recevoir des messages, communiquer. Ça, c'est bon. En tant qu'enseignant, ensuite, le deuxième élément, je vous dirais la porte d'entrée par excellence, c'est vraiment Teams. Et là, Teams, c'est vraiment important de comprendre que, comme beaucoup d'outils Office, c'est un outil qui a été développé, entre autres, pour les entreprises et qui a été adapté pour l'éducation. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais ce que je veux faire dans les prochaines minutes, c'est vous présenter un tour d'horizon des différentes fonctionnalités, du fonctionnement global. Puis ensuite, je vais vous montrer un peu comment démarrer certains éléments. Donc, Teams, équipe en français, nous permet dans le fond de communiquer avec différentes équipes. Donc, vous voyez que le vocabulaire est adapté un petit peu plus à l'industrie. Par contre, étant donné qu'il y avait des besoins en éducation, Microsoft a adapté Teams pour créer des équipes, mais ne vous trompez pas, les équipes, ça peut être vos classes. Vous pouvez avoir votre groupe classe ici, vous pouvez avoir Math 101, Math 102, donc, quand on parle d'équipe, ça peut être des classes,
mais ça peut être aussi des équipes de travail avec des collègues. On pourrait avoir une équipe, par exemple, équipe de niveau, ou on pourrait même avoir une équipe pour l'ensemble de l'école. Donc, une équipe, c'est un regroupement de personnes. Vous allez retrouver à la fois des classes, vous allez aussi, pourriez aussi retrouver de la récupération, vous pourriez même faire des sous-groupes, vous pouvez même faire des sous-équipes ici. Donc, vous avez l'interface ici d'équipe, et quand vous rentrez dans Teams, dans le fond, ce qui est important, c'est la barre de navigation à gauche qui va vous permettre de vous promener d'un élément à l'autre. Et présentement, nous sommes en train d'explorer l'élément équipe, mais les autres éléments vont être reliés. Puis je vous donne un indice, calendrier. Vous pensez qu'il va être relié avec quoi? Bien, le calendrier, bien évidemment, il est relié avec notre calendrier Outlook. Donc, tous les éléments se parlent. Dans l'élément équipe, j'ai créé un groupe fictif, le groupe 102 ici. Et lorsque vous entrez dans une équipe, il faut comprendre un peu la façon que ça fonctionne. Vous avez, dans le fond, pour les équipes, à gauche, vous avez ce qu'on appelle des canaux de communication. Donc, j'ai le canal général. Chaque équipe a toujours un canal qui s'appelle général. Et vous pouvez avoir différents canaux. Ça, je vais y aller dans un instant, mais ça fait partie du vocabulaire. Donc, si on vous parle d'un canal ici, c'est à gauche. Et le canal général, dans le fond, si vous commencez, là, tenez-vous-en au canal général. Le canal général, lui, ce qu'il fait, c'est dans le fond, il regroupe de façon chronologique toutes les actions qui ont été faites au travers de l'équipe. Donc, si vous avez diffusé un document, si vous avez fait une vidéo, si vous avez eu une conversation, tout va se situer ici, dans le canal général. Le canal général est regroupé en onglets. Là, voilà, là, je commence un peu à rentrer dans le technique, mais vous allez voir que une fois qu'on maîtrise le vocabulaire et qu'on comprend le concept, donc, dans le canal général, vous avez l'onglet Publication dans lequel vous avez justement tout ce qui a été publié. Donc, si j'écris un bonjour ici, tous les membres du canal vont savoir que, oh, Guillaume Pelletier a écrit bonjour, il va avoir l'information. Donc, on pourrait l'utiliser comme clavardage, mais on peut aussi l'utiliser pour diffuser des fichiers. Donc, le canal ici, vraiment important, intéressant. Je peux prendre le petit trombone et ajouter des fichiers à partir de mon ordinateur. Je reviens dans un instant pour la gestion de fichiers. Donc, si vous avez à créer une classe, vous allez avoir le canal publication ici. Vous communiquez avec votre classe, vous diffusez vos fichiers de façon chronologique. Qu'est-ce qui arrive avec... Oui. C'est trop spécifique, mais je vais quand même prendre la peine de le dire. Oui, allons-y. Teams, comme tous les outils Office, mais surtout Teams, c'est un outil multiplateforme. Donc, ce que vous faites en ligne, moi, pour utiliser Teams pendant tout le printemps passé, c'était en ligne. J'avais tout sur mon téléphone aussi, donc je recevais mes alertes. Je pouvais utiliser Teams sur mon téléphone. On peut l'utiliser sans passer par la version en ligne. Il va parler aussi au iPad, donc c'est vraiment un outil multiplateforme. Et pour les élèves, le système d'alerte est aussi extrêmement intéressant. La fameuse petite pastille là, qui apparaît, là, il y a une petite cloche là, en haut à gauche complètement, là, donc activité. Donc, juste en haut, quand il y a quelque chose qui se passe qui vous concerne vous personnellement, ben, à ce moment-là, il y a une alerte qui est créée. Donc, ça donne le goût, ça fait en sorte que ça nous pousse à aller visualiser ce qui nous concerne. Quand je parlais du système d'alerte, ce que de notre côté, les enseignants utilisaient beaucoup, ben, quand Guillaume écrivait bonjour, ben, ça c'est bonjour, puis ça, on ne va pas consulter, ça peut être dans l'oubli. Ça peut être dans l'oubli. Par contre, s'il commence sa publication par un A commercial, par exemple, je ne sais pas si tu veux l'essayer, mais par un commercial, il peut aller parler à une personne en particulier ou il peut aller mettre une alerte sur toute l'équipe. À ce moment-là, vous voyez, il a mis Benjamin en prédominance et à ce moment-là, Benjamin va recevoir une alerte du message de Guillaume pour dire « Oublie pas ton devoir », puis à ce moment-là, Benjamin va recevoir une alerte. Donc, le système d'alerte, une fois qu'on le maîtrise, surtout pour des jeunes, ça permet vraiment de leur pointer ce qui est peut-être un peu plus important que les autres trucs. Oui. Donc, dans le fond, on peut le voir comme un chat, comme un fil de discussion ou autre. Donc, ça a l'avantage justement de créer justement des alertes. Les élèves, là, présentement, là, j'ai un dans la conversation, j'ai le goût d'aller cliquer dessus, voir, OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé dans la conversation. Ah, là, il y a eu un sondage qui a été publié dans notre clavardage de tantôt. Donc, c'est vraiment l'action, là, en tant qu'élève, les élèves vont aller dans leur groupe, dans leur équipe, et dans publication, ici, ils vont le voir de façon chronologique.
Moi, en tant qu'enseignant, oui, je veux communiquer avec mes élèves, je veux pouvoir créer, justement, envoyer des messages comme ça, mais on ne veut pas toujours que ça soit chronologique, mais ça reste quand même l'outil d'entrée. Quand on parle de porte d'entrée ici, là, on peut diffuser des documents directement, comme je l'ai mentionné, et je peux même démarrer directement une visioconférence. Là, présentement, vous me voyez, je peux démarrer une visioconférence directement dans mon canal de discussion. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, je vais revenir ici dans l'équipe, les élèves, s'ils viennent se connecter à groupe présentement, ils vont voir ceci, comme quoi que présentement, j'ai une rencontre générale, je ne l'ai pas nommée, il y a une rencontre qui a été démarrée il y a 15 secondes, puis les élèves peuvent venir cliquer directement dessus. Donc, si vous êtes en début d'année, vous avez besoin de rejoindre les élèves, puis que vous ne voulez pas les désorienter trop, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, va voir dans ton équipe, je vais vous montrer comment inscrire les élèves à l'équipe, va voir dans le général, puis tu vas pouvoir venir joindre la réunion. Puis ce qui est intéressant, c'est quand les élèves vont venir joindre la réunion, ils vont pouvoir participer, ils vont pouvoir interagir. On peut enregistrer la réunion. Donc là, présentement, j'enregistre la réunion. Et les élèves, je reviens toujours au point de vue élève, les élèves vont voir que Général commencé, l'enregistrement a démarré. Donc moi, je suis un élève, je vais voir ceci. J'ai dit à mes élèves, par exemple, venez me rejoindre à 9h30. Les élèves vont venir dans le canal général, dans l'onglet publication, puis ils vont dire, OK, je peux venir me joindre à la rencontre. Et ce qui est intéressant, c'est que si j'arrête l'enregistrement, je vais raccrocher ici, j'espère que je ne vous raccrocherai pas. Donc, j'ai présenté une réunion. La réunion, elle a duré 1 minute 19. Et là, présentement, l'enregistrement s'est arrêté, mais je suis un élève, je n'ai pas pu me connecter à 9h30, mais je vais pouvoir venir cliquer ici, puis je vais pouvoir réécouter la réunion. Donc, je vous dirais, je vois beaucoup d'enseignants du primaire, c'est un élément là, que vous devriez pratiquer peut-être entre vous, mais c'est un endroit là, le plus simple pour les élèves, c'est vraiment de dire, va voir dans publication, j'ai envoyé un fichier, va voir dans publication, il y a une réunion à telle heure, tu vas pouvoir cliquer dessus. Puis si jamais tu arrives en retard pour la réunion, ou si tu l'as manqué, tu vas pouvoir la réécouter. Je vais vous montrer un exemple ici. J'ai fait une réunion hier pour faire des tests, mais la réunion, elle est restée enregistrée. Je suis un élève, je peux cliquer dessus et venir écouter mon enregistrement. Là, je ne sais pas quel genre de test j'ai fait, je ne vous le démarre pas, mais il faut vraiment, on a vraiment, vraiment accès. Donc, moi, en tant qu'élève ici, je vois qu'il y a eu un devoir qui a été donné à telle date. L'enseignant m'a envoyé un fichier, il y a eu des questions, des réponses qui ont été faites ici. Donc, c'est un outil qui est très, très riche. Par contre, on comprend que ça limite beaucoup parce que c'est chronologique, ça part de haut en bas. Et on va vouloir être un petit peu plus organisé à un moment donné. Mais le point de départ, il est ici. Quand on parle d'organisation, je vous donne un exemple. Vous avez un onglet, donc canot à gauche, onglet à droite. Je vous le répéterai souvent parce que ça fait partie du vocabulaire. Dans la section fichiers ici, c'est un endroit où l'enseignant peut déposer justement des fichiers que les élèves vont avoir accès. Donc, moi, en tant qu'enseignant, moi, c'est Guillaume Pelletier, j'ai déposé des fichiers, par exemple, une évaluation en sciences. Quand je dépose un fichier ici, les élèves y ont accès en lecture simplement. Ils vont cliquer dessus, ils peuvent ouvrir le fichier et ça leur permet de voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut organiser justement les fichiers ici. Je vais être familier un peu avec les systèmes de fichiers. Donc, je pourrais, par exemple, me créer un dossier chapitre 1 et venir dans le dossier chapitre 1, déposer les fichiers. Par exemple, si j'ai un document sur la prévention de l'échec scolaire, je le prends, je suis sur mon appareil, sur un PC ou sur un Mac, je peux prendre un fichier, le glisser directement ici il devrait se rajouter. Donc, présentement, j'ai ajouté le fichier prévention échec scolaire, donc il est dans le chapitre 1. Donc, je pourrais glisser mes notes de cours, je pourrais glisser différents types de fichiers et ça va pouvoir s'ajouter ici. Donc, l'avantage ici, c'est que fichier, vous pouvez structurer un peu. C'est des documents que vous voulez que les élèves puissent consulter, tout simplement. Donc, souvent, on va mettre en début d'année les consignes de cours, on peut mettre des informations générales, là, les choses que vous répétez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pourriez mettre, par exemple, le plan de travail de la semaine. On va voir dans ta section fichier, le plan de travail va te déposer ici. Donc, on n'est pas obligé d'envoyer dans un message à chaque élève les fichiers. On peut créer des routines et dire, viens voir ton plan de travail, il est dans le fichier. Puis ça, c'est important de le mentionner, d'expliquer aux élèves quelles sont nos attentes par rapport au fonctionnement.
Ce qui est intéressant aussi avec Fichier, c'est que vous pouvez télécharger, les élèves peuvent aussi télécharger les fichiers. Vous avez différentes fonctionnalités ici. Ça va? Jusqu'à maintenant, pas de questions? Vous êtes un bon public. N'hésitez pas, les camarades. Le chat, la petite, je suis aux aguets sur ce qui peut s'écrire là. On va s'assurer de répondre à votre question. Peut-être qu'on sait que la réponse va venir un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à mettre les commentaires. Excellent. Donc, onglet publication chronologique, onglet fichier, c'est vous qui l'organisez. Il y a l'onglet bloc-notes de classe que je vais sauter parce qu'il est un petit peu plus complexe. Je vais finir mon tour d'horizon pour un cours de base. Là, vous avez des élèves là, fin primaire, vous voulez les organiser un peu. Publication, fichier, ça va. Et je crois que votre onglet préféré, ça va devenir l'onglet devoir. En tout cas, personnellement, j'adore l'onglet devoir. L'onglet devoir, dans le fond, me permet d'attribuer des devoirs à mes élèves. Et là, comme Christian l'a mentionné, si je crée un devoir, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une réaction en chaîne. C'est-à-dire que l'élève peut aller dans devoir, voir, OK, voici, j'ai des devoirs à compléter. Mais quand on crée un devoir, ça va créer une alerte d'activité pour dire à l'élève, hey, va voir, il y a un nouveau devoir qui a été fait. Et même si on met une date, il pourrait même dire le devoir est en retard. Donc, le système de devoir, il est extrêmement puissant. Il est un peu déroutant au début parce qu'il y a beaucoup d'options à l'enseignant, mais pour l'élève, c'est très, je vous dirais, très fluide. On va créer notre premier devoir ici. Donc, l'onglet devoir, je vais créer un devoir. Et là, vous pouvez créer un questionnaire, vous pouvez copier un devoir existant. On va aller toujours au plus simple, une affectation. Je vous dirais que des fois, les traductions sont un peu françaises. Donc, affectation, c'est on s'attend à ce que l'élève produise quelque chose. Et là, vous avez un grand formulaire à remplir. Pas de panique. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir du premier coup. Et prenez le temps. Il faut prendre le temps. Tout fait du sens. Il faut connaître un peu les différentes options. Donc, lorsqu'on crée un devoir, bien, évidemment, on va le nommer. Devoir semaine 1, par exemple, dans ce cas-ci. Donc, je crée mon titre ici. Les instructions. On peut demander aux élèves, par exemple, de compléter certaines choses. Ce qui est intéressant, c'est que le devoir, vous pouvez demander aux élèves de vous remettre des fichiers, mais pour des élèves plus jeunes, je vous montre le chemin le plus simple. Donc, instruction, compléter le document. Le secret, ce n'est pas extrêmement explicité, c'est la section ici, ajouter des ressources. Ça, c'est merveilleux. En tout cas, si j'avais eu ça il y a quelques années, là, ça m'aurait sauvé beaucoup de travail. J'ajoute des ressources au devoir. Je vais revenir sur le OneDrive plus tard, mais le plus simple, vous êtes un devoir, semaine 1, vous venez dans Nouveau fichier et tout est intégré. Donc, le système ici, il est capable de créer automatiquement un fichier Word que vous allez pouvoir distribuer à vos élèves. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Je vous montre. Je clique sur Document Word. Et là, ici, on va voir Devoir semaine 1. Et là, jusque-là, rien d'extraordinaire. Les instructions, compléter le document. Devoir semaine 1, les élèves ne peuvent pas modifier. Donc, ça va. Le secret, je vous dirais, je ne veux pas aller trop dans le technique, mais c'est tellement puissant que c'est ça que je veux vous montrer au point de vue technique. Devoir semaine 1, j'ai cliqué dessus. Vous voyez que je suis en train d'ouvrir Microsoft Word à l'intérieur de mon navigateur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que on va faire, en anglais, il appelle ça des templates. En français, ça serait des modèles. Je vais créer un modèle, par exemple ici, devoir semaine 1. Et bon, un devoir classique que j'ai eu à faire pendant tout mon primaire. Raconte-moi ton été en 3 lignes. OK? Donc, devoir semaine 1, je peux même faire ma mise en page. Vous voyez que même si je suis en ligne, ici, je suis capable de faire une certaine mise en page assez facile. Ce que je suis en train de créer là, présentement, mon logiciel est en anglais. On ne panique pas s'il y a des suggestions, il est souligné en dessous. Je vais prendre une petite seconde pour le mettre en français. Vous avez ça, c'est le genre de petite erreur là, que c'est l'inconvénient des fois quand vous avez beaucoup de fonctionnalités, ça peut créer justement des problèmes de ce genre. Là. Par contre, je vous dirais qu'une fois que le système a été, raconte-moi, j'imagine que ça prend un trait d'union. Raconte-moi. Bon. Vous venez de créer un modèle présentement.
Étant donné que je suis en ligne, puis ça, c'est un des problèmes qu'on reprochait à Word, si on n'enregistre pas notre travail, on peut perdre notre travail. Étant donné que je suis en ligne, Word va enregistrer automatiquement tout ce que j'ai fait. Et là, présentement, je m'organise pour que chaque élève reçoive ce devoir-là sous cette forme-là. Donc, moi, je suis un élève, je vais venir compléter mon nom. Je vous montre, je vais fermer mon modèle ici. Donc, les élèves ne peuvent pas modifier. Vous avez les options ici. Les élèves modifient leur propre copie. Si vous avez un endroit à noter, c'est ça ici, les élèves modifient leur propre copie. Chaque élève de mon groupe va recevoir un fichier qui va s'appeler Devoir semaine 1 à son nom et il va pouvoir faire son devoir directement en ligne, sans être obligé de télécharger le fichier, retourner le fichier. Ça se fait de façon automatique. C'est la section qui est la plus importante pour les devoirs. Vous pouvez ajouter des points ou pas, libre à vous. Il y a même des barèmes de correction si vous voulez mettre des grilles avec A, B, C, D, avec des barèmes particuliers, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'attribuer, puis là on tombe dans les options un petit peu plus poussées. Vous pouvez l'attribuer, il y a plusieurs groupes qui pourraient avoir ce devoir-là, il pourrait avoir certains élèves, mais le gros du travail est fait. Donc présentement, c'est un travail que je vais mettre sur 10 points. On peut mettre une date d'échéance, je vous encourage à mettre une date d'échéance, et c'est tout. Je vais cliquer sur Affecter. Qu'est-ce qui va se passer du point de vue de l'élève? L'élève, lui, va avoir le canal général. Dans le canal général, il va être indiqué habituellement, là, il n'y a pas rafraîchi, mais normalement, l'élève va recevoir. Ah, parfait. Il y a parfois des petits délais. C'est un petit inconvénient avec Microsoft, on ne panique pas, il faut attendre. L'élève, lui, dans le fond, en général, il vient de voir, oh, devoir semaine 1, il va cliquer ici. Quand un élève clique afficher le devoir, lui, ce qu'il va voir, moi, l'élève, lui, ça va ouvrir automatiquement le fichier. Puis dans mon cas, je vois tous mes élèves. Présentement, j'ai 3 élèves. Vous voyez que ma classe est assez restreinte. Et les élèves n'ont pas remis leur devoir. Si Benjamin clique sur son devoir, ça va ouvrir. Et Benjamin, lui, il est capable, sur son ordinateur, sur sa tablette, sur son système Android, de modifier son devoir directement dans Teams, sans être obligé d'aller dans Word et autres. Je ne sais pas si vous voyez l'avantage pour le primaire, mais je considère qu'un élève du primaire on peut facilement lui dire, va voir dans la section, dans l'onglet Devoir, clique sur ton devoir. Dans ce cas-ci, il va t'indiquer Devoir semaine 1 et tu vas pouvoir compléter tes 3 lignes. Moi, en tant qu'enseignant, je suis capable de voir si l'élève a ouvert le fichier. Donc, dès que Benjamin va ouvrir son fichier, ça va être indiqué que Benjamin a commencé son devoir. Et quand Benjamin va avoir terminé, il y a un bouton qui va apparaître dans son interface qui va lui permettre de retourner le devoir. Donc, qui va permettre de remettre le devoir. Et moi, dans mon interface ici, on comprend que... Ah, tiens, je vais vous le montrer ici. Je vais vous montrer ce que Benjamin verrait. J'ai un bouton affichage de l'étudiant. Lui, Benjamin, quand il clique sur devoir de la semaine, c'est ce qu'il voit. Il voit ici devoir semaine 1. Il va pouvoir tout simplement... la différence, c'est que Benjamin, il y a un gros bouton remettre le devoir. Donc, un outil très puissant. Quand le devoir est remis, moi, en tant qu'enseignant, je peux cliquer ici, je peux entrer mes commentaires, je peux indiquer des points, je peux même modifier son fichier, je veux dire faire la correction, je pourrais mettre des éléments. Et une fois que j'ai corrigé, je vais retourner le devoir à Benjamin. Et Benjamin, lui, il n'est plus dans les devoirs à noter. Moi, dans mon interface, il est marqué que j'ai retourné mon devoir à Benjamin, qui l'a eu 8 sur 10. Je peux voir ses commentaires. C'est un des outils les plus intéressants pour l'enseignant. Donc, à l'implanter en classe, on parle de publication, on parle de fichiers, puis rapidement commencer par donner des devoirs à vos élèves. Ça va leur permettre justement de se familiariser avec l'interface et ça va vous permettre, vous, de voir un peu, d'avoir un aperçu global. Je vous montre un exemple de devoir qui a été remis. Donc, j'avais le devoir 3 que j'avais demandé à mes collègues de compléter. Maude Lamoureux a remis son devoir. Si je clique dessus, vous voyez que c'est très fluide. Hein? Je passe d'une place... c'est le premier devoir de Maude dans Teams. Bon, parfait. En tout cas, bref, mais touchant. Je donne mon commentaire. Et quand je vais faire les points, bon, pas plus que 15 sur 20, je vais retourner. Et là, Maude, dans son Teams, là, présentement, Maude est en train de donner une formation, mais elle va recevoir un message comme quoi, oh, votre enseignant vient de terminer de corriger votre devoir. Et moi, ça tombe dans le noté. Ça va? Vous avez aussi peut avoir un aperçu global là, des élèves là, en fouillant un peu là, dans l'interface ici. Vous avez différents éléments. Des questions sur les devoirs.
de façon spécifique, n'hésitez pas. Est-ce que c'est possible de faire ci ou ça? Donc, c'est un élément que je tenais à vous présenter. C'est bon? Donc, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions, je pourrais revenir sur certains points. Puis, je rappelle aussi que je serai disponible à la fin de la formation là, pour répondre à des questions plus spécifiques. En termes de rétroaction, Guillaume et tout le monde qui est là, en termes de communication avec les parents aussi, tantôt, il y avait, vous voyez, comme dit Guillaume, il faut explorer, je pense qu'il faut prendre une bouchée à la fois, mais à chaque fois qu'on est confortable dans un nouveau paramètre, par exemple dans Teams, on dit « Ah, mon Dieu, j'avais pas vu ça dans ma fenêtre. » Comme tantôt, on était dans le volet des notes, c'était exporté en Excel. Donc, il y a moyen de prendre l'ensemble des résultats, l'ensemble des commentaires qui ont été faits et en faire un fichier Excel. Il y en a qui sont plus confortables avec ça, ne serait-ce que, par exemple, dans le cadre de rencontres de parents en virtuel ou en présence. Guillaume est en train de le montrer à l'écran. Donc, il y a moyen de se faire des fichiers pour être capable de faire des suivis efficaces, rapides auprès des parents, puis de dire, regardez, on a des traces d'apprentissage. Voici ce que j'ai demandé à votre enfant. Il n'avait pas remis son devoir ou les commentaires étaient les suivants. On vous invite à aller les consulter. Donc, il y a moyen d'exporter les informations dans un mode dans lequel vous serez confortable. Donc, ça permet donc vraiment un suivi intéressant auprès des parents. Donc, c'est vraiment des traces tangibles qu'on est capable d'accumuler avec le groupe classe de Teams. Oui, puis je vais faire du pouce un peu là-dessus. C'est un des éléments qui était difficile avec la COVID, c'était d'avoir des traces. Puis des fois, on avait différentes traces, ça variait un peu. Là, vous avez l'avantage d'avoir vraiment un écran de contrôle qui vous donne l'ensemble des devoirs qui ont été notés. Et vous avez justement plusieurs fonctionnalités pour pouvoir soit les consulter directement à l'écran, mais en travaillant de la sorte, ça vous évite justement de perdre l'information. Des fois, on les reçoit sur différentes plateformes ou différentes façons. Je vous encourage en tant qu'équipe de déterminer les façons de fonctionner. Et je vous dirais, ça, c'est un élément commun. Toutes les équipes qui ont réussi à faire l'implantation, c'est d'avoir des éléments communs. Puis les éléments les plus faciles, c'est d'expliquer dès les premières journées comment les équipes fonctionnent. Je vous montre dans un instant comment inscrire vos élèves. D'expliquer le concept chronologique ici des publications, de dire qu'il y a des fichiers disponibles à cet endroit-ci et que les élèves vont pouvoir retrouver toujours leurs devoirs au même endroit. C'est dans la routine que vous allez rendre tout le monde plus efficace. Souvent, l'an 1, c'est un petit peu plus difficile en début d'année, mais après ça, à l'an 2, l'an 3, vous allez voir que les élèves, là, vous n'avez plus besoin de leur montrer grand-chose, ils se débrouillent assez bien. Je vais mettre de côté le bloc-notes de classe parce que je veux vraiment le garder un petit peu plus vers la fin parce qu'il est plus complexe. Par contre, il offre plus de possibilités, mais un enseignant qui veut débuter, là, vous avez, dans ce que je viens de vous montrer là, tout ce qu'il faut au niveau de Teams pour pouvoir bien fonctionner. Vous avez l'onglet enseignant. En tant qu'enseignant, vous avez un onglet notes qui vous permet justement d'avoir le portrait global de vos élèves. Vos élèves, évidemment, n'ont pas cet onglet-là. En tout cas, s'ils en ont une version, ils vont avoir une version où ils vont voir seulement leurs notes. Donc, dans le cas de mode, ici, je sais que le devoir de semaine 1, il n'y a pas eu de rétroaction. J'ai les points ici. J'ai des informations aussi au travers de ce qui a été remis, pas remis, noté, pas noté. Donc, vous avez un beau cahier de notes que vous pouvez encore une fois exporter vers Excel si vous voulez l'utiliser avec d'autres outils. Donc, le plus possible, en tant qu'enseignant, vous avez un avantage à rester à l'intérieur des outils qui sont là. Petit élément supplémentaire, vous avez la possibilité, le plus, il y a tout le temps des petits plus, des petits réglages, des points un peu partout, des fonctions. Je vous encourage à explorer, mais dans ce cas-ci, par exemple, l'option plus me permet d'ajouter un onglet. Et là, les onglets, là, il y en a de toutes les sortes. Comme je dis, le but, ce n'est pas de tous les maîtriser, mais on pourrait... Oh, un instant, mon ordinateur a figé. Vous m'entendez toujours, oui? Oui. On pourrait rajouter un onglet qui comporte un fichier PDF, par exemple, si vous avez vos règlements de classe ou autres. Donc, ici, là, tout est paramétrable. Vous pouvez ajouter des onglets, vous pouvez ajouter des canaux de communication. Puis quand on parle de canaux de communication, les canaux de communication, je vous explique le concept, mais je n'irai pas plus en détail. Vous pouvez, dans le canal de communication, quand vous faites gérer le canal, vous pouvez faire en sorte que certains élèves aient accès à des canaux. Donc, on pourrait avoir un canal récupération qui est accessible uniquement à certains élèves. On pourrait avoir un canal enrichissement qui est accessible uniquement à certains élèves ou qui est accessible à tous. Puis chaque canal, vous allez retrouver les publications, une section fichiers. Seul le canal général va avoir la section devoirs. C'est bon? Alors, je vous garde le bloc-notes de classe pas trop loin, mais là, c'est le fun, c'est intéressant. Ouais, Guillaume, tu nous en parles depuis tantôt, mais comment est-ce qu'on fait là, pour mettre des élèves là-dedans? Ben, c'est un peu ça l'élément clé ici.
Pour ajouter des élèves dans Teams, ou en fait, pour créer une Teams, vous retournez toujours dans la section équipe. Vous avez un aperçu global de toutes vos équipes. Vous avez vu que je vous ai présenté des classes qui avaient déjà été créées. Si vous cliquez sur « Rejoindre » ou « Créer une équipe », vous avez différentes possibilités. Puis là, c'est intéressant. C'est que si vous êtes un élève, votre enseignant vous dit « OK, il faut que tu te joignes à mon Teams ». En tant qu'élève, on peut cliquer sur « Rejoindre une équipe » à l'aide d'un code et l'élève peut rentrer un code qui va l'abonner justement à votre équipe. Ça, on parlait de mise à jour, c'est une fonctionnalité qui est en train de changer graduellement, mais dans ce cas-ci, supposons que je veux vous inviter à venir me rejoindre sur le groupe 102. Il faut que je vienne dans l'option « Gérer l'équipe » ici. Et traditionnellement, ce qu'on va faire, c'est on peut soit ajouter un membre manuellement ou on va avoir dans les paramètres un code d'équipe. Là, c'est un peu loin, on génère un code d'équipe, il y a beaucoup de clics, mais dans le fond, ici, dans les paramètres, j'ai un code que je peux donner à mes élèves. Je l'écris au tableau. Si vous avez déjà utilisé Classroom, c'est le même concept, c'est-à-dire vous donnez le code à vos élèves, les élèves entrent le code et ils vont venir s'abonner automatiquement à votre groupe 102. Donc, les élèves vont faire rejoindre une équipe, ils vont rentrer le code ici et ils vont rejoindre votre équipe. La nouveauté, puis c'est le moyen que je vous encourage à utiliser, c'est la nouveauté, c'est que vous pouvez obtenir un lien vers l'équipe. Donc, ça dépend de comment vous faites votre configuration au début d'année, comment vous êtes organisé. Est-ce que les courriels des élèves sont démarrés? Est-ce que vous êtes capable de communiquer? Ça va dépendre vraiment des éléments. La façon la plus simple, c'est d'utiliser le code qu'on va retrouver, je le répète, dans Gérer l'équipe. Sinon, vous avez Obtenir un lien vers l'équipe. Ça, l'hyperlien ici, je vais le copier, puis je peux l'envoyer à mes élèves. Évidemment, l'hyperlien est un peu long là, pour écrire au tableau, mais vous pouvez envoyer l'hyperlien à vos élèves via, par exemple, si vous avez un pluriportail ou si vous utilisez le portail de COBA, vous envoyez ce lien-là, puis vos élèves, en cliquant sur le lien, vont automatiquement se retrouver abonnés à votre équipe. Vous pouvez aussi, si vous avez des petits groupes, vous avez des élèves plus jeunes, ajouter un membre et là, vous ajoutez vos élèves un par un. Par exemple, vous écrivez, je ne sais pas, chez Geneviève, je pourrais mettre Geneviève Beauvais, travaille à la FEP. Je clique ici, puis on ajoute nos élèves un par un. Pour un groupe de 20, ça se fait en début d'année, mais c'est un petit peu plus long. Détail intéressant, ajouter des membres au groupe, vous pouvez aussi ajouter des enseignants. Donc, si vous co-enseignez ou si vous avez des remplacements, c'est possible de le faire ici. Donc, autre façon d'ajouter des membres à votre équipe. Oups, un instant. Et voilà. Ça, c'est intéressant, Guillaume, le fait de... Je vais juste mettre un petit peu d'emphase sur ajouter des enseignants, c'est soyez donc en sécurité avec le fait que si, pour toutes sortes de raisons, vous devez vous absenter 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, la personne qui prend le relais dans votre classe n'a pas à restructurer et à... Le but, c'est d'établir une continuité pour les élèves. Donc, l'élève, lui, est tout le temps dans le même environnement, avec le même groupe, mais la personne responsable de la rétroaction ou des maîtres de devoir ou d'alimenter la conversation, à ce moment-là, c'est cette personne-là qui va changer. Donc, vous n'avez pas à tout reconstruire. Oui, c'est vraiment important. C'est une alerte que Guillaume m'a ajoutée comme enseignant dans le groupe 102. Exact. Si j'invite des élèves de cette façon-là aussi, les élèves, dans leur courrier électronique et ailleurs aussi, vont avoir des notifications comme quoi qu'ils ont été ajoutés à une Teams. Donc, ça peut être une façon intéressante, là, justement, d'inviter vos élèves à une Teams. Évidemment, j'utilise le mot Team pour Microsoft Teams. On s'entend, c'est le concept d'équipe. Je vais vous montrer un dernier petit détail. Encore là, ça va vous demander de la lecture. Puis après ça, je pense que ça va bien. Après ça, on va basculer plus vers les visioconférences et bloc-notes de classe. Puis on pourra continuer nos outils. Mais vous comprenez que Teams, pour un enseignant, c'est vraiment l'outil principal. En fait, j'aurais pu faire une formation uniquement juste nommer Microsoft Teams, mais il faut comprendre que Teams ne travaille pas tout seul. On fait rejoindre, on peut utiliser un code, on peut créer une équipe. Et là, ça, c'est une étape importante en tant qu'enseignant. Vous pouvez commencer à vous joindre entre équipes, entre enseignants, mais quand vous créez une équipe, vous avez des choix à faire. C'est important de bien lire un peu les fonctionnalités. Tout ce que je vous ai montré comme fonctionnalité, là, entre autres l'onglet « Devoir », va apparaître à condition que je crée une classe. Donc, une classe, discussion, projet de groupe et devoir. Si vous utilisez d'autres types d'équipes, vous n'aurez pas l'onglet « Devoir ». Comité de formation professionnelle, groupe de travail des enseignants, donc vous avez plusieurs collègues, vous pourriez le faire pour l'école au complet. Pas de problème, c'est une façon de faire.
Les autres, je vous dirais qu'il y a des petites différences, mais en gros, c'est surtout dans la façon que les onglets sont organisés. C'est-à-dire que pour vos besoins, vous faites des groupes classes. Si vous voulez travailler avec vos collègues, vous utilisez ce groupe-là. Il y a façon d'organiser des parascolaires et autres, mais la différence, par exemple, c'est que si vous faites un groupe parascolaire avec des élèves, bien, vous n'aurez pas l'onglet Devoirs, tout simplement. C'est souvent la principale différence. Donc, lorsque je crée une classe, c'est assez simple. Donc, je pense que je suis rendu à la classe 103. On peut donner une description. On peut utiliser un modèle d'équipe si vous faites. Il y a tout le temps des façons d'aller chercher des fonctionnalités de plus. Souvent, je me contente de compléter le minimum. Dès que je suis capable de cliquer sur Suivant, il va créer mon équipe. On peut rechercher des étudiants. Donc, comme je l'ai mentionné ici, Christian, je vais te mettre étudiant pour ce groupe-là. Je t'ajoute en tant qu'élève. Ou je pourrais tout simplement générer un lien ou sortir le code. Une classe, quand vous la créez, vous avez un seul canal de communication qui est général. Vous avez la possibilité d'ajouter des canaux de communication. Vous avez les onglets, donc vous voyez que je me répète un peu. Ce qui est intéressant, c'est que le Microsoft, ils sont très bons là, au niveau des tutoriels. Ils vont vous guider. Charger des supports de cours, mais qu'est-ce que les élèves ont besoin? Bien, ça va se retrouver dans le fichier. Donc, n'hésitez pas à vous laisser guider par le système. Donc, quand on parle de support de cours, bien évidemment, ils envoient dans l'onglet Fichier. Vous allez pouvoir vous organiser ici et rechercher de l'aide et des formations. Vous avez des informations ici, mais je vais vous orienter vers nos ressources à nous. C'est bon? Donc, je viens de créer ma classe. Et là, on a fait le tour ici un peu. Je vais continuer avec une visioconférence. J'ai des élèves, c'est ma première journée, je ne sais pas, la première journée où les élèves sont à distance, ou même je fais une pré-rencontre. Je dis, l'école commence la semaine prochaine, par exemple, et je vais dire vendredi, vous pouvez venir vous connecter, peu importe. Donc, je peux envoyer un message ici. Le plus simple, comme je l'ai mentionné, c'est de démarrer une réunion directement dans notre système. Donc, rejoindre maintenant, je démarre ma réunion. Bonjour les élèves, je suis très content de vous rencontrer. Mieux que ça, je vais m'enregistrer. Alors, bonjour les élèves, bienvenue dans Teams. Vous trouverez dans l'onglet Fichiers les consignes que vous avez besoin. Vous trouverez dans le canal général les informations sur tout ce qui se passe. J'arrête mon enregistrement. Je raccroche. Et il y avait une réunion ici. Elle s'est placée de cette façon-là. Une autre façon d'organiser des réunions, donc ça, c'est la façon la plus simple, spontanée de créer une réunion. Par contre, on veut des fois que les élèves puissent voir un peu où est-ce qu'on s'en va ou quand est-ce qu'on va avoir les réunions. En déroulant ici, on peut planifier une réunion ou on peut utiliser justement, vous voyez à gauche ici, oui, il y a les devoirs qui vont rejoindre nos devoirs, mais vous avez aussi le calendrier. Je vais aller jeter un petit coup d'œil dans le calendrier. Calendrier, vous avez la formation d'aujourd'hui qui a été présentée. Et là, présentement, il est marqué Microsoft Teams, mais en réalité, je suis dans mon calendrier Outlook. C'est la même chose. C'est deux fenêtres différentes qui pointent vers la même information. J'ai une séance d'accueil vendredi à 9 h que je veux planifier. Je vais venir ici, je vais cliquer et je vais mettre mes informations de ma réunion. Et là, je veux que ça soit une visio. Je peux inviter mes élèves, mais en fait, en gros, de toute façon, mes élèves, je peux le faire aussi directement de cette façon-là. Je vais l'annoncer dans mon canal général comme quoi que c'est l'accueil. Je vais mettre mes consignes ici et je vais envoyer l'invitation. Mon calendrier, ça prend toujours un peu de temps. Laissez le temps un peu de Microsoft de travailler. Il t'en a un peu, on aime ça quand c'est spontané. Microsoft va, dans mon calendrier, générer la rencontre ici. Et je vais revenir dans mon équipe ici. J'ai planifié la réunion. Donc, les élèves vont avoir une notification comme quoi qu'il y a une réunion qui a été planifiée. Les élèves peuvent se connecter à la réunion et quand la réunion va être démarrée, les élèves vont avoir un bouton qui va ressembler à ceci, c'est-à-dire un bouton rejoindre qui va leur permettre de se connecter à cette réunion-là. Vous pouvez aussi faire des invitations pour des gens à l'extérieur. C'est une façon de faire pour les réunions. Donc, comment est-ce qu'on fait pour convoquer une visio avec une équipe? Bien, vous pouvez indiquer le nom de vos collègues ici. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis vos adresses de courrier électronique à cet endroit-ci. Ça va générer l'invitation que vous avez reçue par courrier électronique. Donc, pour les visioconférences, vous pouvez le faire de façon spontanée ici ou dans calendrier. Est-ce qu'il y avait des questions sur comment démarrer une visioconférence? Parce qu'il faut vraiment le faire dans Teams. Peu importe là, si vous avez une équipe ou pas. C'est bon?
Donc, je regarde un peu. Ça me va. Je peux vous montrer un petit truc particulier. Par exemple, si vous voulez inviter des gens qui font pas partie de votre équipe, vous voulez qu'ils puissent se connecter à votre visioconférence. Quand vous générez une visioconférence, le message il va avoir le lien ici, rejoindre la réunion Microsoft Teams. Il y a un hyperlien ici. Cet hyperlien-là, on peut le prendre et copier l'adresse du lien, puis l'envoyer à n'importe qui. Ça fait en sorte qu'on pourrait inviter des gens de l'extérieur de l'organisation à venir se connecter et à participer à votre formation. Donc ça, c'est un petit truc là, que j'ai trouvé là, dans certains tutoriels. Bon. Christian, est-ce que dans Teams, il y aurait des éléments là, que j'aurais oubliés avant de passer à d'autres choses? On a la visioconférence, on a les fichiers. Je vais terminer avec bloc-notes de classe. Y a-t-il d'autres choses avant de passer au bloc-notes de classe? La seule chose, c'est sûr qu'on l'utilise dans un cadre avec nos élèves. On a beaucoup exploré le volet classe. Si vous l'utilisez à des fins professionnelles, donc, comme je vous dis, les portes d'entrée sont multiples. Choisissez la porte d'entrée dans laquelle vous êtes le plus confortable. Donc, il y a moyen de créer, on a vu le calendrier Teams, mais dans le calendrier Outlook, il y a moyen de créer une rencontre Teams directement. Donc, si jamais à des fins professionnelles, vous voulez vous regrouper entre enseignants ensemble pour discuter, faire une visio, il y a moyen d'aller le planifier directement. Donc, une rencontre, quand on clique, mettons son double-clic pour créer une rencontre, il y a moyen de, vous voyez, il y a ajouter une réunion en ligne. Il y a un petit onglet, là, donc, plus bas dans... Oui, non, oui, là, la réunion en ligne. C'est donc une réunion Teams. Donc, en créant la réunion Teams, quand vous allez inviter des participants, ils vont avoir le lien Teams directement dans leur invitation Outlook. Donc, si jamais c'est moi donc, qui ai invité, bien, à ce moment-là, c'est une réunion Teams. Puis quand je vais recevoir l'invitation Outlook de Guillaume, bien, dans l'invitation, il y aura le lien pour me connecter directement à la rencontre. Donc, sur un point de vue professionnel aussi, ça vient converger toutes nos actions vers les mêmes plateformes. Très bon point. Bon. Alors, je vous ai montré les éléments généraux. Là, je vais rentrer dans du crunchy un peu. Ça, c'est le genre de place qui dit, OK, je suis prêt à aller là, je vais l'explorer. Ou je vais dire, oh, je sais que ça existe. Quand je serai rendu là, je vais y aller. Vous avez remarqué que je suis passé par-dessus le bloc-notes de classe parce que dans certaines écoles que j'ai eu à contribuer là, au niveau de l'implantation de Microsoft, c'était pas très bien compris puis ça avait amené de la confusion. Je vous dis tout de suite, le bloc-notes de classe, ce n'est pas la porte d'entrée par excellence. Par contre, c'est probablement un des outils les plus puissants, mais les plus sous-estimés de la suite que vous avez ici. Donc, je vous le présente, je fais un survol des possibilités, mais quand on parle du bloc-notes de classe, dans le fond, vous cliquez ici, vous allez vous retrouver avec un bloc-notes assez complet. Donc, la première fois que vous allez cliquer dessus, on va vous demander de configurer et je vais vous suggérer justement de commencer avec un bloc-notes vide. Le bloc-notes de classe comprend différentes sections. C'est la compréhension de ces espaces-là qui est très difficile au début, mais qui est tellement naturelle quand on vient enseigner en classe que c'est un outil extrêmement puissant. Dans le fond, le bloc-notes de classe comporte différents espaces. Le premier espace, c'est ce qu'on appelle l'espace de collaboration. C'est-à-dire que, dans le fond, tout le monde peut changer les informations qui sont dans cette section-là. C'est-à-dire que vous placez un document, vous faites des notes, donc tout le monde peut travailler. Donc, c'est un peu comme un tableau où tout le monde pourrait écrire dessus sans problème. Vous avez la section bibliothèque. Par exemple, Guillaume, juste pour une utilité précise, vous faites un projet, dans l'espace de collaboration, vous faites une foire d'idées pour permettre, et là, tous les élèves viennent viennent faire atterrir des idées en lien avec un projet particulier. Oui, exact. Vous avez un autre espace, et ça, c'est important d'expliquer à vos élèves au début. Là. Donc ça, ici, tout le monde peut participer, peut collaborer. Vous avez un espace qui s'appelle bibliothèque de contenu, qui, dans le fond, ça ressemble beaucoup à la section fichier. C'est-à-dire qu'il y a juste l'enseignant qui peut modifier ici. Donc, l'élève peut voir ce qui est écrit là, mais ça, c'est la section de l'enseignant. Donc, c'est barré, c'est une vitrine barrée. Les élèves peuvent voir, ils peuvent consulter, mais ils ne peuvent pas modifier. Donc, c'est une bibliothèque. Ensuite, vous avez votre section privée qui est à vous, donc les élèves ne voient pas. Donc, souvent, dans la façon de travailler, l'enseignant va préparer ces informations dans sa section réservée, puis ensuite, il va les déplacer soit comme bibliothèque de contenu au moment où il décide que c'est nécessaire, ou il va le mettre dans l'espace de collaboration au moment où on va entamer un travail d'équipe ou un travail collaboratif.
Et finalement, l'espace qui est génial ici, c'est un espace privé pour chaque élève. Puis ça fait que vous allez pouvoir, vous avez tous les accès à chaque élève, mais les élèves ne voient pas cet espace-là entre eux. Donc, je ne sais pas si je l'explique bien, mais dans le fond, Benjamin, qui est un de mes élèves, lui, il a son espace à lui et il va être capable de modifier des choses et je suis le seul à pouvoir voir ce qu'il va faire dans cet espace-là. Je vais le créer, le bloc-notes, ça va vous donner un indice. Par défaut, on vous propose certains éléments. C'est vraiment important. Là. La première fois, vous pouvez les laisser comme ça, mais rapidement, vous allez vouloir configurer là, à votre goût. Mais chaque élève va avoir une section documents, notes de cours, travail à domicile, questionnaire. Bon, moi, je n'aurai pas de questionnaire, je pourrais enlever la section. C'est uniquement des dossiers que ça crée. Donc, rien de particulier, rien de particulièrement technique. On peut changer le nom de ces sections-là. Et il va préparer le bloc-notes de classe. Je vais prendre un bloc-notes de classe que j'ai déjà créé. Parce que je pense que je n'ai pas d'élèves dans ce groupe-là. Je vais aller dans mon groupe 102 ici. Et ce qui est important quand on parle du bloc-notes de classe, c'est vraiment de l'ouvrir, je vais vous montrer comment, mais de vraiment l'ouvrir dans un nouvel onglet. Sinon, les options n'apparaissent pas tous. Donc ici, c'est le bloc-notes de classe qui a été créé de façon automatique. Étant donné que c'est un peu complexe au début, le système va vous donner un petit mot de bienvenue, il va vous répéter un peu à quoi servent les différentes sections. Et là, des fois, on va avoir des petits éléments là, qui vont être légèrement différents dus à la traduction. Bibliothèque de contenu. Donc, tout ce qui va se retrouver ici, les élèves peuvent le consulter. Donc, je pourrais prendre des documents, je pourrais créer des pages ici. Et là, le système de bloc-notes de classe est basé sur un élément qu'on appelle OneNote. Et c'est là un peu là que c'est un peu déroutant. À gauche, vous avez les sections. Donc, je suis dans la section bibliothèque. Et on peut créer une page. Je vais créer une page, tout simplement, et je vais mettre, par exemple, ici, pour mes élèves, référence. Dans cette page-là, je peux écrire directement différents éléments. Donc, je pourrais écrire, voici, différentes références sur la façon dont fonctionne le cours. Mais je peux aussi insérer et là, il ne faut pas que je me trompe, un fichier. En fait, je peux insérer ce qu'on va appeler une impression de fichier. Il y a une nuance ici importante. Si j'insère un fichier, je vais reprendre mon prévention de l'échec scolaire. Si j'insère un fichier, il va insérer le fichier. C'est-à-dire que le fichier va être là, mais il ne sera pas ouvert. C'est-à-dire que le fichier va être là, les élèves peuvent cliquer dessus, ça va l'ouvrir à part. C'est pas ça que je veux. Je ne veux pas que les élèves puissent avoir le fichier comme ça. Je veux que les élèves puissent consulter le document directement en ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que le fichier, c'est insérer ce qu'on appelle une impression de fichier. Quand on parle d'insérer une impression de fichier, je vais essayer de prendre un document qui n'est pas trop gros ici. Quand on insère une impression de fichier, mais là, les élèves vont avoir accès à, dans le fond, c'est comme si on imprimait le fichier dans mon espace bibliothèque, donc les élèves vont pouvoir dérouler. C'est un peu bizarre comme façon de fonctionner au début, mais vous allez voir qu'on finit par se débrouiller assez bien. Donc, tout le temps un petit peu de temps de traitement, c'est un des défauts là, au niveau de Microsoft ici, là, le fait que ça peut prendre un peu de temps. Mais le document que j'ai glissé ici, PDF, va s'afficher page par page jusqu'en bas du document ici. Il va pouvoir servir de référence à mes élèves. En termes de référence, Guillaume, si je peux ajouter une fonctionnalité qui est intéressante, c'est, par exemple, moi, j'utilise énormément OneNote. OneNote, là, il y a des noms, là, section, page, mais voyez vraiment ça comme un cartable virtuel. Dans un cartable, il y a des onglets séparateurs qu'on fait acheter aux élèves en chaque début d'année. Donc, il y a des onglets séparateurs, puis entre chaque onglet, il y a des feuilles. Donc, c'est vraiment un cartable virtuel qu'il faut se l'imaginer comme un cartable physique. Au niveau des références, donc, il y a des fichiers qu'on peut intégrer, le lien fichier ou le fichier tel quel. Donc, ça, c'est dépendant si le fichier est lourd ou bien si le fichier est comme accessible en termes de nombre de pages. Par contre, moi, ce que j'utilise beaucoup avec les étudiants, c'est par exemple les références vidéo. Donc, il y a moyen d'aller juste copier-coller un lien YouTube dans ma page de référence et le vidéo va venir s'intégrer à la page. Donc, je n'ai pas à réaccéder à YouTube. Donc, je rentre. Bon, par exemple, Guillaume, avec son efficacité légendaire, va aller donc chercher, exemple, un tutoriel. Il va copier le lien de la barre d'adresse qui est en haut, juste le lien de la barre d'adresse, et il va aller le copier dans son bloc-notes. Donc, ici.
vous voyez, la vidéo apparaît directement dans le OneNote. Donc, l'élève peut visionner la vidéo directement dans son bloc-notes de référence au lieu de le propulser vers la plateforme YouTube, ce qui peut être drôlement intéressant là, quand on se constitue une bibliothèque de référence. Alors, c'est vraiment, le mot est juste, un cartable virtuel, dans le sens qu'on peut mettre vraiment des contenus multimédia. C'est des pages qui sont, on peut allonger. Donc, le principe ici, dans votre cartable, vous avez la section bibliothèque de contenu et les élèves ont différentes pages ici. Étant donné que je suis en bibliothèque de contenu, les élèves ne peuvent pas modifier, mais peuvent consulter. Donc là, ici, je l'ai appelé travail de la semaine, mais en fait, j'ai les premiers pas avec l'application et on peut glisser n'importe quoi. Si vos élèves ont des tablettes, moi, j'aime bien avec iPad. Le OneNote permet d'annoter directement avec un crayon. Je vous montre un exemple. On peut annoter des images directement. Donc, vos élèves, s'ils ont des tablettes ou des Chromebooks, là, touch ou autre, ils peuvent annoter. S'ils n'ont pas de crayon, s'ils ne le font pas avec leurs doigts, pas dramatique, ils peuvent toujours insérer justement des blocs de texte. Donc, votre premier travail, dans le fond, c'est de fournir de l'information de base dans la bibliothèque de contenu. N'hésitez pas à faire la prise en main, vous pouvez les laisser là. Moi, j'aime bien les tasser là, pour donner mes propres consignes. Puis les élèves, présentement, Benjamin, France et Maude, sur leur système à eux, vont voir justement le travail de la semaine, les références ici. Par contre, il faut être clair avec les élèves. C'est-à-dire que là, ici, je l'ai appelé travail de la semaine, mais il ne faut pas avoir des fois des devoirs indiqués ici, puis des fois des devoirs qui sont placés à cet endroit-ci. Donc, il faut être constant avec les élèves dans ce qu'on fait au niveau des devoirs. Donc, assurez-vous d'être cohérent avec ce que vous donnez comme consigne. Donc, bibliothèque de contenu, vous voyez qu'on peut même rajouter plusieurs sections. Donc, il y a un niveau d'organisation extrême là-dedans. Au début, vous n'aurez pas assez de contenu pour être obligé d'y aller en hiérarchie très, très poussée, mais vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités là, intéressantes. Espace collaboratif, ce qui est intéressant ici, c'est que justement, c'est des espaces où les élèves, par exemple, ici, j'ai fait un espace qui s'appelle idée de projet. Je pourrais dire, OK, en début d'année, je ne sais pas, j'ai un cours, j'allais dire un cours de robotique, mais on s'entend que présentement, ils sont plus difficiles à donner, les cours de robotique. Ça pourrait être un cours d'art. J'ai dit, j'aimerais que vous me proposiez un sujet. Donc, Benjamin, France et Maude, vu que c'est dans l'espace collaboratif, peuvent venir écrire et de façon instantanée, on va voir un peu en temps réel ce que les élèves vont ajouter. Donc, l'espace collaboratif offre beaucoup de possibilités au point de vue pédagogique et au point de vue de la gestion de classe. Vous avez des éléments ici. En plus, vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités d'ajouter des choses. Excuse-moi de t'interrompre. Oui, pas de problème. Dans les espaces collaboratifs, ce qui est intéressant pour l'enseignant au niveau de la participation de ses élèves, c'est quand il y a des trucs qui sont écrits par différentes personnes, au bout de la phrase, il y a une petite barre de couleur avec les initiales de la personne, donc BL ou FL ou ML. Mais si on glisse la souris, on peut voir le nom complet. Donc, on peut voir qui sont les personnes qui ont participé à la réflexion collaborative dans notre groupe. Excellent. Donc, effectivement. Puis, je répète encore une fois, on peut le prendre un peu comme un document Word, mais il y a possibilité d'ajouter de l'audio, des images, des vidéos, des emojis. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités dans les espaces créatifs, dans les espaces collaboratifs. Par contre, votre rôle en tant qu'enseignant, c'est d'établir rapidement des règles sur comment est-ce qu'on fonctionne. Puis, quand un projet est terminé, on peut venir le changer de section, on peut venir le déplacer aussi pour bloquer l'accès aussi aux élèves. Donc, vous avez différentes options là, qui vous permettent de travailler. Vous avez les possibilités d'afficher les versions aussi pour voir là, si un élève fait un peu de grabuge, là, on est capable justement de récupérer. Finalement, je vais rapidement parce que je pense qu'on a compris un peu le concept. Enseignant uniquement, donc c'est votre espace personnel à vous. Donc, on peut préparer les documents qu'on va ensuite placer. Et ensuite, vous avez les espaces personnels de chaque élève. Donc, un élève, par exemple, qui fait du travail à domicile, va pouvoir tout simplement, tout ce qu'il va écrire, vous êtes capable de... C'est comme si vous ouvriez le cartable de vos élèves, vous pouvez aller voir un peu ce qui se fait. Je vous montre une petite fonctionnalité, puis ensuite, je vais passer avec la suite. Ce que je veux, c'est vous montrer que, dans le fond, c'est une option qui n'était pas claire au début, mais vous avez l'option, je vais revenir ici, supposons que dans mon espace personnel, je vais aller dans mon espace enseignant uniquement ici, je vais me créer une page dans laquelle, par exemple, je vais mettre le devoir. Je pourrais mettre, en fait, je ne veux pas mettre le devoir parce que j'annonce le devoir sur mon Teams. Et dans mon Teams, je pourrais dire, allez voir dans le bloc-notes de classe et compléter la tâche suivante. Donc, je donne mes consignes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tâche-là, vous avez
les options ici, bloc-notes pour la classe, vous pouvez distribuer une page. Ça, c'est un outil important. Vous préparez votre devoir dans l'espace, votre tâche dans l'espace personnel, et vous distribuez une page. Vous allez pouvoir, et là, vous répondez aux différentes questions. Vous allez voir que ça se fait de façon assez automatique. Donc, dans le menu bloc-notes pour la classe, ça vaut la peine d'explorer. Vous avez l'option distribuer une page. Là, présentement, il est un peu ralenti. Donc, sélectionnez la section étudiante vers laquelle distribuer tâche. Donc, j'ai ma tâche ici. Moi, je veux que mes élèves tombent dans travail à domicile. Donc, ce que je viens de faire là, je le mets dans travail à domicile et chaque élève va recevoir la tâche dans son travail à domicile. Ça prend toujours un peu de temps, on laisse le temps de travailler, mais dans France Legault, quand elle va ouvrir, elle va cliquer dans travail à domicile, il y a la tâche que je viens de distribuer va apparaître là. Et là, France peut compléter la tâche, puis pendant qu'elle complète, je peux superviser ce qui se passe. Comme mentionné, le bloc-notes de classe, il est un petit peu plus complexe que le reste, mais si vous créez des routines, vous y allez graduellement, vous allez être en mesure d'avoir un outil extrêmement puissant pour pouvoir examiner les travaux des étudiants. Donc ici, par exemple, examiner les travaux d'étudiants, je peux voir dans travail domicile, je veux voir tous mes élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait dans une section particulière, par exemple la tâche ici que j'ai donnée, et je vais être capable de voir, OK, qu'est-ce que Maude a fait dans la tâche? Qu'est-ce que France a fait dans la tâche? Qu'est-ce que Benjamin a fait dans la tâche? Et j'ai même une option pour verrouiller la tâche. Donc, ils ont la période pour travailler sur cette tâche-là, je viens verrouiller. Et là, si vous voulez explorer ces fonctionnalités-là, allez voir les tutoriels. Il y a de nombreux tutoriels sur cet aspect-là de Microsoft Teams. Et dans ce cas-ci, du bloc-notes de classe que vous avez ici. Ça va? Donc, bloc-notes de classe, dernier détail, je l'ai dit ici, n'hésitez pas à faire ouvrir dans le navigateur ou à utiliser vraiment le logiciel pour être capable de gérer le bloc-notes de classe. C'est bon? C'est un gros morceau qu'on vient de faire là. Je vous laisse souffler quelques secondes. On connaît Outlook. On connaît maintenant un petit peu plus Teams, qui est ici. Vous avez Class Notebook, qui est le bloc-notes de classe qui est apparu ici. Pour le reste, je voulais dire que c'est assez fluide. Tout ce qu'on a fait depuis le début, tous les fichiers que vous avez générés vont se retrouver au même endroit, dans un endroit qui s'appelle le OneDrive. OneDrive qui a changé de nom à une certaine époque et autres, mais tous les fichiers que vous avez personnels peuvent se déposer ici dans ce qu'on appelle le OneDrive. C'est l'endroit où vous allez retrouver, là, vous avez mon document, l'évaluation de sciences ici, vous avez mes notes de cours de l'université, vous avez des PowerPoint. Ça, c'est mes documents, mes fichiers à moi. Je peux cliquer sur « Partager » ici, puis je vais voir qu'est-ce qui a été partagé avec moi. Et, vous avez vu tantôt, j'avais les groupes, je peux même aller voir en arrière-plan tous les fichiers, là, la bibliothèque de documents. Donc ici, là, groupe 102, les fichiers de classe, je vais retrouver les fichiers ici, mais là, il faut comprendre que ce sont les mêmes fichiers que je vais retrouver quand je viens dans le groupe 102 ici. Les fichiers qui sont là, dans le fond, ils sont aussi sur mon OneDrive. C'est deux façons différentes d'arriver aux mêmes endroits. Les travaux des étudiants. Je peux voir mes travaux d'étudiants en allant dans la section devoirs. Vous avez vu tantôt, je peux aller voir le devoir de la semaine, je peux aller voir ce que Benjamin a fait. Mais dans mon OneDrive, j'ai le groupe 102. Tous les travaux des étudiants sont situés ici. Donc, fichier de travail, fichier envoyé. Donc, je peux aller voir là-dedans. Donc, plusieurs portes d'accès pour aller au même endroit. Personnellement, moi, je ne veux pas fouiller dans ces bibliothèques-là parce que je ne veux pas mélanger le système. Je préfère y aller directement avec Teams, mais pour certains enseignants qui ont peut-être appris un petit peu plus la gestion de fichiers, là, un peu, j'allais dire à l'ancienne, mais je m'inclus là-dedans. Si vous êtes un petit peu plus habitué à gérer vos fichiers là, de façon directe, vous pouvez naviguer ici au travers de vos fichiers sans problème. Ce qu'on peut faire Guillaume, aussi... Oui. Guillaume, juste rapidement, je veux dire, moi, c'est un outil auquel j'ai fait extrêmement confiance avec plusieurs années de gestion. Donc là, j'ai changé d'entreprise. Donc, je passais d'un collège à la Lafayette. J'avais plus de 15 000 fichiers dans mon environnement OneDrive. Le transfert s'est fait de façon extrêmement fluide. J'ai tout encore en banque. Et peu importe le logiciel de la suite Office dans lequel vous travaillez, OneDrive, OneNote, Teams, aussitôt vous avez une fonction de recherche, donc une petite loupe là, qui vous permet de rechercher.
Les outils de recherche dans Microsoft sont extrêmement puissants. Donc, il y a moyen d'aller retrouver, si vous ne savez plus où chercher, vous rentrez un mot-clé, il va tout vous sortir, les fichiers qui correspondent à votre mot-clé, qu'on soit dans OneDrive ou dans OneNote ou dans tout autre document. Donc, n'hésitez pas à utiliser les fonctions de recherche aussi. Oui, là, je partage mon écran complet. J'ai le logiciel Word d'installer. Je suis sur un Mac, mais c'est la même chose sur PC. Là, habituellement, quand on commence dans Word, vous avez le document ici, vous avez les informations. On comprend que je peux aller ouvrir un document. Puis là, le document, je peux aller ouvrir. Là, je suis dans vraiment mon Word, là, je ne suis même pas sur Internet. Je peux aller ouvrir des fichiers qui sont sur mon OneDrive, justement. Donc, tout est intégré. Ça, c'était vraiment intéressant. Vous pouvez même avoir des OneDrive appartenant à différentes équipes, même. Si vous avez un OneDrive personnel, vous pouvez avoir un OneDrive de votre école. Donc, tout est intégré. Puis ça va être la même chose. Si j'ouvre PowerPoint, je vais me retrouver exactement avec les mêmes possibilités. Donc, ça, c'est un élément important à savoir. Vos fichiers ne sont pas éparpillés partout. Ils sont tous à un endroit qui s'appelle OneDrive et vous allez pouvoir les retrouver ici. Vos fichiers aussi, vous pouvez les organiser à l'aide de dossiers. Donc, évidemment, on peut créer différents dossiers. Puis là, on rentre vraiment dans la gestion de fichiers. Donc, j'ai un dossier dans lequel je peux déposer des fichiers. Et là, le secret ici, c'est aussi de faire un clic droit. Même si vous êtes dans le navigateur, vous pouvez faire un clic droit. Et c'est là que vous pouvez gérer les accès, vous pouvez supprimer, renommer, ou vous pouvez partager ce dossier-là. Donc, présentement, j'ai un dossier et là, je peux choisir le niveau d'accès. Toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Donc, je pourrais inviter mes collègues ou je pourrais dire des personnes spécifiques. Donc, il y a des personnes spécifiques qui ont accès. Donc, Christian, j'aimerais travailler avec toi sur un projet, puis je vais inviter Benjamin aussi. Donc, j'ai pris un dossier ici et je l'ai partagé. Christian va recevoir une notification et dans ses fichiers partagés, il va retrouver un dossier où il va pouvoir cliquer sur le lien que je vais lui envoyer. Mais la section Mes fichiers, Christian, présentement, est capable de déposer des fichiers dans cette section-là. Il est capable de me déposer des éléments. Je sais que dans certaines écoles, il y a des enseignants qui fonctionnaient de cette façon-là, c'est-à-dire que dans OneDrive, ils créaient un dossier comme ça et les élèves étaient capables, ils donnaient le lien aux élèves, puis les élèves pouvaient tout simplement prendre un document, le glisser directement dedans et ça s'ajoutait. Ça fonctionne, ça a fonctionné à une certaine époque, mais vous comprenez que chaque fois qu'un élève met un fichier ici, si l'élève peut déposer, mais on peut voir ce que les autres élèves ont déposé. Il y a façon de configurer, en tout cas, on peut rentrer dans les détails, mais en gros, il y a façon de partager des dossiers. Réservez-le entre collègues, mais pour les élèves, on vous recommande fortement d'utiliser Teams parce que la remise de fichiers de cette façon-là est un peu plus complexe, un petit peu moins fluide comme façon de fonctionner. Même chose pour un document ici. On peut prendre un document. Je reprends tout le temps mon même document ici, évaluation en sciences. Je peux le partager, mais je préfère en sorte, par exemple, que toute personne, j'enlève la modification. Donc, toute personne ayant le lien peut lire mon fichier. Donc, je vais appliquer ici. Donc, toute personne disposant du lien peut consulter le contenu. Je copie le lien. Je pourrais vous l'envoyer là présentement. Et avec le lien, vous auriez accès à ce fichier-là. Donc, ça se fait directement à partir de OneDrive. On peut le partager. Et c'est important, par contre, de ne pas partager trop vite vos documents ou vos dossiers parce que vous allez vous retrouver justement avec plusieurs accès. Une façon de faire le ménage un peu, c'est de voir le type de partage qui a été fait ici. Donc, est-ce que mon dossier est partagé? Puis, s'il est partagé avec qui? C'est une interface qui est quand même assez conviviale. Vous pouvez, comme on l'a vu tantôt, on peut prendre des documents et les glisser directement dans votre navigateur. Donc ça, c'est un élément intéressant. Vous avez l'avantage d'avoir le plus possible vos fichiers en ligne plutôt que sur votre machine. Vous perdez votre machine, vous avez un problème avec une clé USB. C'est important, là. C'est une des forces justement de l'info nuagique. Tous les fichiers que vous allez déposer dans OneDrive vont être accessibles justement. Je reviens tantôt là, quand on crée les devoirs, justement. Mais si je crée un devoir, je vais avoir accès, quand j'ajoute des ressources, je peux aller chercher des fichiers directement dans mon OneDrive aussi. Donc, tout est intégré, tout se parle, et c'est vraiment la force. Quand on parle d'informatique des dernières années, c'est vraiment ces éléments-là qui est devenu l'élément clé du développement. Donc, ceci étant pour le OneDrive. Vous avez peut-être fouillé un peu ici, on voit, bon, OneDrive, ça va. Il y a un bouton SharePoint.
je vais juste vous dire, SharePoint, vous cliquez dessus, il y a plein d'options. Ça peut servir pour certaines équipes avancées, mais je vous dirais, ce n'est pas l'outil à privilégier, à moins d'avoir des très, très grosses équipes ou d'avoir quelqu'un qui va pouvoir vous le configurer. Mais en gros, c'est comme un intranet, ou on pourrait dire un site à l'intérieur de votre structure qui est accessible par certaines personnes seulement. Je vous suggère, en tout cas, ça existe, mais comme un technicien Microsoft m'a déjà dit, puis là je parle bien d'un technicien Microsoft, même lui, il n'était pas sûr de comprendre qu'est-ce que faisait SharePoint, donc ça vous donne une petite idée, là. Donc, laissez-le de côté, là. C'est pas là que vous allez trouver votre bonheur, là. Mais je voulais que vous sachiez que ça existe et que ça peut être utilisé dans certains cas, mais c'est des options qui sont beaucoup plus avancées. Pour le reste, je vois le temps filer un peu. Vous avez Word, Excel, PowerPoint, qui est le trio de choc de Microsoft. J'imagine que vous connaissez déjà bien les outils. Word fonctionne, tous ces trois outils-là fonctionnent très, très bien en ligne. Je vous dirais PowerPoint, Word, vous le connaissez bien pour traitement de texte et autres. Donc, vous pouvez créer des documents. Je vous dirais qu'un des éléments à ne pas sous-estimer dans Word, c'est l'utilisation de modèles. Donc, c'est des éléments là, qui peuvent être utiles. Donc, il y a des fonctionnalités. Même si vous êtes en ligne, je sais que la version en ligne avait la réputation de manquer d'options, mais je vous dirais qu'à moins de faire certains travaux universitaires très, très complexes, vous êtes en mesure d'utiliser Word en ligne de façon très complète. Vous avez aussi l'option partager ici qui vous permet de partager avec certaines personnes, d'être plusieurs à écrire en même temps. Là, je fais une petite parenthèse. Quand on parle de Google, Google a la réputation d'être très, très stable là, pour le partage de documents, puis Microsoft avait la réputation de fonctionner tout croche. Je vous dirais, retravaillez. Si vous n'avez pas partagé des documents Word dernièrement, réessayez-le, vous allez voir que ça s'est beaucoup amélioré. Microsoft n'a pas la même force que Google pour le travail collaboratif, mais vous pouvez être plusieurs en même temps dans un document. À travailler en même temps, vous allez voir les curseurs se déplacer. Il va y avoir parfois un petit décalage. Par contre, le gros avantage, c'est que des choses que vous ne pouvez pas faire avec la suite Google, bien, vous avez accès à beaucoup plus d'options qu'avec Google. Ne serait-ce que même la gestion des tableaux, ça se fait dans Google, mais Microsoft Word, entre autres, a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, mon message ici, si vous avez la suite Microsoft, utilisez-la et utilisez les options partagées pour être plusieurs à rédiger en même temps un document. Faites des tests avec des collègues. Créez-vous un document, par exemple, en début d'année, vous pourriez avoir un document partagé regroupant un peu les éléments qui n'ont pas été bien complétés l'année précédente. Partagez-le, modifiez-le. Vous allez voir que ça s'est beaucoup amélioré et que c'est un outil extrêmement puissant. Vous avez aussi, dans les outils qui sont moins utilisés au niveau de Word, c'est la possibilité de faire des commentaires. On se souvient que les élèves, si vous leur donnez un devoir, puis que dans ce devoir-là, il y a un fichier Word, vous êtes capable de venir écrire dedans. La meilleure façon d'écrire, d'annoter un texte d'un élève, c'est de venir y aller, d'ajouter des commentaires comme celui-ci. Donc ça, c'est un élément important. Puis on peut même, dans les commentaires, ajouter le A commercial. Vous voyez qu'il y a une forme d'uniformité aussi. Là. On avait commencé avec Teams, avec le A commercial. Benjamin Lille modifier cette phrase, par exemple. Donc, on peut y aller avec... Oh, on va essayer de ne pas faire de... et là, Benjamin va vraiment recevoir une notification. Là, il est en train de donner une formation, il ne sera pas trop content, donc il va faire avec. Et Benjamin peut répondre aux commentaires que j'ai mentionnés. Puis, quand Benjamin va relire sa copie, il va pouvoir venir cliquer ici. Donc, plutôt que de modifier le texte, ça, c'est un outil de rétroaction qui est extrêmement puissant, que je vous encourage à utiliser en tant qu'enseignant. Ceci étant pour Word, vous avez Excel. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'enseignants du primaire, Excel, vous pouvez l'utiliser. Moi, je vous dirais, ce que j'aime bien au primaire, c'est déjà de fournir un tableau que l'élève va remplir les informations directement dans Excel pour pouvoir compléter une expérience ou voir un graphique. Donc, je vous dirais, selon votre degré de familiarité, vous pourriez créer un tableau de données, par exemple, des mesures qui ont été récupérées par les élèves et faire produire automatiquement un graphique juste à côté. Donc, graphique en secteur, entre autres, là, c'est génial
quand on travaille avec les élèves. Donc, allez-y selon vos connaissances, vos capacités, mais vous avez encore l'option partagée ici. Vous pouvez même faire en sorte que les élèves vont avoir tous accès au même Excel, vont pouvoir faire des annotations directement dedans. Donc, c'est un outil qui est très bien, mais Excel, je vous dirais, souvent, à la limite, ce n'est pas les élèves, c'est les enseignants. Je vous encourage à aller suivre des auto-formations sur Excel pour aller chercher des éléments pédagogiques qui vont pouvoir vous permettre de faire des accompagnements en classe. Il y a tellement de belles discussions mathématiques, entre autres sur les unités, sur les pourcentages, sur les fractions qu'on peut faire à l'aide d'Excel. Le dernier du trio légendaire, c'est le PowerPoint. PowerPoint, vraiment intéressant, vraiment important. On le sous-estime parce qu'on pense encore que c'est un logiciel de présentation. Oui, c'est un logiciel de présentation, on l'utilise pour les exposés oraux, mais négligez pas la possibilité de pouvoir utiliser des modèles qui sont déjà intégrés dedans et la possibilité justement de l'utiliser comme un outil pour colliger de l'information. Donc ici, par exemple, je pourrais ajouter une nouvelle diapositive et je pourrais, on se souvient qu'on a des options de partage ici, donc on pourrait demander aux élèves de mettre certaines informations ici et d'écrire des choses. Et on pourrait l'utiliser, oui, pour présenter à l'avant, mais on pourrait l'utiliser pour colliger des éléments. Et ce que j'aime beaucoup dans PowerPoint, c'est sa capacité d'insérer à peu près n'importe quelle forme. Et c'est très intuitif. Même sur iPad, sur Chrome, vous êtes capable d'utiliser PowerPoint pour faire des schémas de concept qui sont très simples. Donc, des fois, on cherche un logiciel, vous dites « Ah, est-ce que tu as un logiciel pour faire des schémas de concept? » En réalité, si vous avez PowerPoint puis vous utilisez les différentes formes, vous êtes capable très rapidement de faire à vos élèves des schémas de concept qui sont quand même assez complexes. Vous pouvez demander aux élèves d'aller chercher justement des informations sur Internet. On peut coller des images, on peut même coller des vidéos. Donc, n'hésitez pas à faire travailler vos élèves de façon différente. Faites éclater la bulle PowerPoint. Vous l'utilisez pour faire des présentations. Bien, allez-y, rajoutez des vidéos YouTube. Allez-y, faites créer des schémas de concept. Faites travailler différemment. C'est un des outils là, qui est, à mon avis, le plus sous-estimé. Des fois, là, n'hésitez pas à venir modifier, changer la mise en page aussi pour pouvoir avoir une mise en page plus 8,5, 14 pour faire réfléchir différemment. Donc, ces trois outils, absolument, par habitude, là, dans les formations, c'est des outils qu'on connaît quand même assez bien. Vous voyez que présentement, je suis en ligne, mais j'ai toujours l'option d'ouvrir dans l'application de bureau. Donc, on peut basculer facilement et ça va enregistrer automatiquement nos choses. Je vais retourner à mon écran principal, Office, pardon. Donc, trio Microsoft Word, PowerPoint et Excel. Office, bon, j'ai des petits problèmes. Mon Internet a ralenti. Désolé. Parfait. Donc, Outlook, c'est vu. Donc, messagerie, OneDrive, les fichiers, Word, Excel, PowerPoint, création des élèves qu'on peut intégrer dans les devoirs. Vous avez, on a vu Class Notebook. OneNote fonctionne sensiblement de la même façon, mais il est plus personnel. Donc, à distinguer, le OneNote, qui est un espace personnel dans lequel, ça ici, vous avez le Class Notebook et vous avez le OneNote qui est en fait sensiblement la même chose. C'est un peu ça qui vient mêler les cartes. Donc, ça, c'est un exemple de OneNote que j'ai utilisé de façon personnelle. C'est à vous de voir comment vous l'utilisez avec les élèves, mais je vous suggère vraiment, avec les élèves, de rester dans le bloc-notes de classe, même si c'est plus complexe, ou si vous ne voulez pas pousser les options à fond, au moins montrer aux élèves là, les bases là, pour le OneNote général. Le dernier outil, je vous dirais, vu que j'ai beaucoup d'enseignants du primaire, l'avant-dernier outil, il y aurait Sway. Sway qui, dans le fond, permet très facilement de créer de présenter du contenu. Vous avez des élèves plus jeunes, Sway, dans le fond, c'est un garrochoir. Vous garrochez ce que vous voulez comme information dedans, puis il va vous le mettre beau et joli. Je n'aurai pas le temps, je ne veux pas rallonger la présentation d'aujourd'hui pour rien. Je vais vous présenter un peu un exemple là, qui a été fait sur Sway. Dans le fond, Sway, il va créer carrément un site Internet. Puis, c'est toutes des informations. L'élève ici, là, il a juste eu besoin d'écrire le titre puis de mettre des images. Puis la mise en page se fait de façon automatique. Puis là, vous allez remarquer quand même des petites animations qui se placent au travers de ça. Donc,
c'est le genre d'outil qui permet aux élèves de se concentrer sur le contenu, puis le contenant va se débrouiller avec le reste. Il y a un mélange d'intelligence artificielle en l'air de ça. On peut mettre des vidéos, du texte, des captures d'écran, des réseaux sociaux. Puis en gros, souhait, là, tu mets ton titre et vous ajoutez des choses. Et là, aucune mise en page. Pas vous autres qui faites la mise en page. Le système le fait de façon intelligente. Donc, j'ajoute une image. Ça peut être des images ici. Ça peut être des images que j'ai trouvées sur Google ou à un autre endroit et autres. Et là, je continue. J'ajoute du texte. Bonjour les amis. Je vais vous présenter. Et souvent, on a des projets de revue, des dépliants ou autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre plein de choses dedans. Puis, lui, il va s'occuper justement de la mise en page. Il va s'occuper, une fois qu'on a fait la conception, fait lire, mon premier souhait, et il va s'occuper justement de faire une espèce d'animation avec les différentes images. Là, c'est peut-être pas convaincant là, ce que je viens de faire là, parce que j'ai accroché 2-3 boutons, mais avec ce bouton, on va revenir en arrière. Donc, il va s'occuper justement de faire une espèce de mise en page. Dans ce cas-ci, il m'a proposé un défilement horizontal automatique. Un outil à explorer, je vous dirais, là, pour les projets là, du primaire, c'est un outil vraiment intéressant, très pertinent là, pour mettre l'emphase sur les contenus. Guillaume, justement, c'est ce qui est hyper intéressant en termes de suivi. Trop souvent dans ma carrière, j'ai vu des projets d'élèves où il y avait, je pense, plus ou sinon autant sont plus de points attribués au contenant. Faire une diapositive sur ça, une diapositive d'introduction, une diapositive. Puis là, les élèves mettent beaucoup de temps sur le contenant, mais plus sur le contenu. Dans ce sens-là, qu'on dit, Sway va s'occuper du contenant, mais vous vous concentrez sur le contenu. À ce moment-là, c'est aussi le regard de ce qu'on demande à l'élève vient changer aussi. C'est vraiment de travailler avec l'équipe sur le choix des images, le choix des textes et non pas sur le positionnement où l'élève et souvent ses parents peuvent perdre beaucoup de temps. Oui, tout à fait. C'est extrêmement pertinent. Puis je vous dirais que pour l'avoir vécu dans une classe du primaire, là, je me souviens clairement, là, des élèves qui avaient certaines difficultés, ça fait beau à la fin. Ça, comme j'ai dit, il y a un mélange d'intelligence artificielle qui va automatiquement, en fonction de ce qu'on va mettre, il va faire la présentation. Fait que là, ce qu'on va dire à l'élève, concentre-toi sur vraiment les textes, les éléments que tu veux placer. Puis ensuite, quand tu vas faire ta lecture, tu vas présenter ton souhait, bien, automatiquement, la mise en page va se faire. Là, ce n'est pas un super exemple que j'ai fait là, mais on comprend que le contenant devient on n'a plus besoin de passer du temps sur le contenant de façon particulière. Okay? Donc, un autre exemple, justement, un souhait qui a été fait très rapidement avec du texte. Donc, même les fonds, on peut configurer différentes choses, mais on y va avec les éléments. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les partager ensuite avec un lien unique. Ça fait que c'est le genre de production que aussi vous pouvez faire partager aux parents pour envoyer. Donc, vous ne voulez pas envoyer vos élèves à créer des sites Internet ou autres, mais ça crée en fait un site Internet, ça crée un dépli interactif. Je vous dirais, là, le produit qui me fait le plus penser à Sway, là, présentement, je vous dirais, c'est la Presse Plus. Quand vous visez la presse, là, vous diffusez les articles, là, vous avez vraiment, si vous avez utilisé l'application La Presse Plus, là, vous allez retrouver le même feeling, très professionnel, puis ça se fait de façon extrêmement intuitive. Je ne veux pas trop étirer. J'avais dit que tu as terminé vers 10h30, mais je vais prendre le temps quand même de vous présenter Forms. Forms est, dans le fond, l'élément qui... Forms, c'est l'élément que vous avez rempli quand vous êtes inscrit à la formation d'aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé vraiment dans le Forms ici et j'ai créé un formulaire. C'est un outil extrêmement intuitif. Donc, je vous montre le formulaire que vous avez complété ici. J'ai eu 27 réponses. Et je vous avais demandé nom, prénom, établissement, adresse courriel professionnel et autres. Si j'avais voulu ajouter des questions, tout simplement faire le plus ici. Je ne veux pas modifier celui-ci, mais je vais vous montrer un peu. Et toutes ces réponses-là se compilent automatiquement ici. Il n'y a pas d'informations personnelles, donc je me permets de l'afficher ici. Donc, je peux tout télécharger dans Excel pour avoir les détails là, justement de ce que m'avait fait parvenir. Si je veux voir les écoles qui sont présentes aujourd'hui, j'ai ma liste ici. Donc, Forms, ça permet justement de poser des questions et de récupérer l'information. Puis une fois qu'on a récupéré l'information, on est capable de faire du traitement, d'analyser et d'y aller de façon assez intuitive. Forms comporte des éléments très avancés, mais en fait, faire un form de base, c'est assez simple. Ça revient à faire un nouveau formulaire.
vous mettez un titre, donc formulaire 1, et vous ajoutez des questions. Les questions peuvent être des choix, des textes, évaluation, par exemple ici, en termes d'étoiles, combien de niveaux, bon, par exemple, je pourrais poser un sondage sur la formation d'aujourd'hui, il y a 4 étoiles, comment jugez-vous la formation d'aujourd'hui, et j'ajoute différentes questions. Je peux mettre des choix de réponse et je peux ajouter vraiment de toutes sortes. Vous pouvez ajouter des textes aussi. Donc, quel est votre nom? Et comme dans n'importe quoi, prenez le temps de lire. Donc, ici, quel est votre nom? Ah, il y a une option ici. On pourrait ajouter un élément multimédia. Les réponses vont être ici. Est-ce que j'accepte des réponses longues, des réponses courtes? Est-ce que c'est une question obligatoire ou pas? Et prenez le temps d'aller fouiller dans les petites options ici. Vous avez des éléments où on peut ajouter des options plus avancées. Une des options qu'on peut ajouter dans les options avancées, par exemple, c'est des embranchements qui vont, dépendamment si vous répondez, par exemple, option 1, je peux aller à une autre question. Si je réponds à l'option 2, je pourrais aller à un autre endroit. Donc, quand on parle d'embranchement, c'est vous répondez à une question qui vous amène ailleurs dans le questionnaire, qui vous pose des questions différentes. Donc, c'est des outils puissants. Je ne vais pas plus loin. Votre but en tant qu'enseignant, je vous dirais, c'est peut-être de vous familiariser avec des questionnaires simples comme ça, des questionnaires que vous pouvez intégrer dans Teams ou que vous pouvez diffuser directement à vos élèves. Et un élément que je trouve intéressant, vous avez des échelles et autres, mais le chargement de fichiers. On pourrait faire un questionnaire dans lequel les élèves remettent des fichiers qui vont être déposés dans votre OneDrive. Et là, vous dites, par exemple, on pourrait faire un questionnaire, justement, vous êtes en début d'année, il y a de la difficulté de configuration. Je pourrais faire un questionnaire et déposer votre fichier ici. Et les élèves peuvent télécharger un fichier. Puis je vous dirais, si vous demandez aux élèves de transférer des fichiers, allez-y pour des gros formats ici parce qu'ils vont être limités à une certaine grosseur, à moins que ce soit une photo, par exemple. Donc, les questionnaires, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'interface ici où vous ajoutez vos questions. Vous voulez voir ce que ça donne jusqu'au point de vue de l'élève, vous faites aperçu. Et là, moi, je suis un élève, je peux répondre aux questions. Quel est votre nom? J'écris ici. Je peux charger un fichier. Vous voyez que mon interface va s'ouvrir et je vais envoyer l'information. Donc, cette question est obligatoire. Donc là, je me suis aperçu que je l'ai rendue obligatoire par erreur. Je vais venir cliquer ici. Je peux la rendre non obligatoire. Je retourne dans mon aperçu et je vais pouvoir envoyer mon formulaire. Donc, vous pouvez tester vos formulaires ici. Et une fois que votre formulaire est testé et prêt, vous le partagez tout simplement. Donc, avec le bouton « Partager », très important ici de voir qui peut répondre. Donc, présentement, seuls les membres de mon organisation peuvent. C'est un questionnaire pour les parents. Je vous dirais, devriez faire... Présentement, moi, mon option, elle est bloquée. Mais l'idéal, c'est que toute personne ayant le lien peut répondre. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas l'activer, je crois, parce que j'ai mis les fichiers dedans. Je vais réessayer. Donc, toute personne ayant le lien peut répondre. Donc, ça pourrait être un sondage aux parents, par exemple. Puis, c'est ce lien-là que je vais copier puis je vais envoyer aux parents. C'est ce lien-là que je vais demander aux parents à cliquer sur le lien pour répondre à mon questionnaire. Donc, Forms, un outil très intéressant à ce niveau-là. Donc, vous pouvez faire des formulaires, comme vous avez vu. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais il y a une option pour faire des questionnaires. Et quand on parle de questions, on peut mettre des choix de réponse et vous avez la possibilité de mettre des points. Donc, ça, c'est intéressant parce que je pourrais dire, ceci est la bonne réponse. Vous avez 3 options, on pose une question et ça va compiler automatiquement les points. Là, on se dit, hey, je viens de régler le problème de toute l'évaluation partout dans le système éducatif. On comprend que le questionnaire, il va donner des points, mais généralement, c'est un outil qui va donner surtout la rétroaction à l'élève ou pour vous donner un aperçu. En aucun temps, c'est un outil adéquat pour pouvoir faire de l'évaluation, que vous allez récupérer des points pour pouvoir évaluer vos élèves, parce que en ligne comme ça, on ne sait pas qui est en arrière de l'écran, on ne sait pas si l'élève a reçu les réponses d'un autre élève. Donc, c'est souvent, moi je l'ai souvent utilisé le questionnaire comme ça ici pour faire des auto-évaluations avant un test ou à la fin d'un chapitre ou même au début d'un module pour voir où est-ce que j'en suis au niveau de mes connaissances. Donc, un petit test là, au début là, pour valider si l'élève maîtrise bien les contenus. Donc, ça, c'est la différence justement entre le formulaire et le questionnaire. Phew!
Un gros tour d'horizon. Je vais reprendre, je vais réapparaître. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec les différents éléments. S'il y a des questions complémentaires, je serai disponible. Ce que je veux vous dire, c'est on n'oublie pas, il ne faut pas chercher à tout faire en même temps. Vous avez vu, entre autres, le bloc-notes de classe, c'est des options plus avancées. Maîtrisez les éléments de base, puis donnez-vous le temps de progresser. Ensuite, créez des habitudes de travail. C'est-à-dire, vous avez avantage à répéter les chemins. OK, on va aller à tel endroit, de telle façon, puis prenez des chemins simples au début, puis répétez ces chemins-là plusieurs fois. Même s'il y a une partie de télétravail, faites-le pratiquer en classe avec vos élèves. Dis, hey, on va faire comme si tu étais à la maison, va voir où tu irais, montre-moi où est-ce que tu irais pour aller chercher tes devoirs. Regarde, je viens de rajouter une vidéo, va voir comment ça fonctionne. Je vous dirais même pratiquer des visioconférences en classe. Si vos élèves ont des écouteurs, partez une visioconférence en classe pour valider si le matériel fonctionne bien. Donnez-vous le temps. La suite Office vous donne énormément de possibilités. C'est le piège à ne pas avoir, c'est de toutes les explorer d'un coup, de toutes les voir de front. Donc, prenez le temps de vous informer et de vous former. Je vous dirais que nous avons un site, il y a plusieurs tutoriels détaillés sur tout ce que je vous ai présenté sans exception. Pour me préparer, j'ai consulté plusieurs de ces tutoriels-là. Ça vaut vraiment la peine. Je vais vous coller dans le clavardage. Les meilleurs tutoriels que j'ai trouvés, nous les avons placés sur notre site cpfiep.qc.ca. Nous avons une section Microsoft Office. Donc, entre autres, Teams, je le mets ici dans le clavardage. Teams il y a une commission scolaire. À peu près toutes les commissions scolaires utilisent Microsoft. Ils ont pratiquement tous des contrats. Donc, dans les formations que j'ai identifiées sur le site cpfiep.qc.ca, vous avez des courtes vidéos de 2 minutes qui disent OK, comment faire ci, comment faire ça. Ça vaut la peine. Ça vous permet de cibler. Ça va être moins long que tout ce que je vous ai présenté. Donc, si vous dites les devoirs, ça m'intéresse un peu, il y a des vidéos là-dessus. Les questionnaires que je vous ai montrés tantôt, vous dites j'aimerais ça explorer les questionnaires. Il y a des vidéos là-dessus. Par contre, faites attention parce que souvent les vidéos sont techniques. Il faut toujours réfléchir sur l'impact pédagogique de ce que vous présentez à vos élèves, sur ce que vous faites avec vos élèves. C'est vraiment l'élément clé qui va vous permettre d'exploiter au mieux cet outil-là. Ce qui conclut mon enregistrement. Je vais arrêter mon enregistrement.